Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir pour le lancement de ce livre multinational, une histoire du monde contemporain. Alors je suis Marie-Soline Royer, je suis éditrice à La Découverte et j'ai suivi ce livre qui remonte à longtemps. En fait, les premières discussions... Oui, pardon. Les premières discussions qu'on a eues avec Olivier et Yvan, ça remonte à environ une dizaine d'années, 2013 je crois, j'ai retrouvé. Donc c'est un travail de longue haleine. Au tout début, on a beaucoup discuté, notamment avec François Gèze, qui a dirigé les éditions La Découverte pendant une trentaine d'années. François est décédé en août 2023 et ce livre lui est dédié. Je pense qu'il aurait été très, très content de voir enfin ce bel objet arriver à son terme. On est très fiers de tout ce chemin et de ce livre. Un livre qui tombe, je pense, à point nommé dans l'actualité récente, avec l'arrivée évidemment de Trump au pouvoir et à ses côtés Elon Musk. Enfin, voilà, on voit bien le poids que prennent les multinationales dans le monde. Et je pense que ce livre est un outil précieux pour s'interroger sur cette puissance et les risques qui sont sous-jacents. C'est un livre donc, qui est un livre collectif, donc je tiens vraiment à remercier tous les contributeurs et toutes les contributrices du livre. Il y en a une cinquantaine, je sais qu'il y en a plusieurs, une vingtaine dans la salle, donc merci beaucoup à eux et elles. Merci aussi aux intervenants qui vont participer ce soir au débat, donc Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, et Lucie Pinson, qui est derrière, je ne la vois pas, mais de l'ONG Reclaim Finance. Un grand merci aussi à l'Académie du Climat de nous accueillir ici dans cette belle salle. Et puis un très grand merci à Olivier et à Yvan qui ont été les maîtres d'œuvre de ce livre. Et voilà, vraiment, c'est un grand plaisir de travailler avec eux et d'accompagner ce projet. Et j'espère que voilà, vous prendrez aussi du plaisir à découvrir le contenu de ce livre. Voilà. Et bonne soirée. Merci. Donc, moi, c'est Olivier Petitjean, le premier co-responsable de cet ouvrage. Donc, moi aussi, en mon nom et ensuite d'Yvan, je voulais remercier notamment les auteurs et autrices, dont beaucoup sont présentes là, qui ont été patients avec nous, qui ont joué le jeu des allers-retours multiples pour rendre ce livre le plus accessible, le plus clair, le plus plaisant à lire, parce que c'est un gros pavé qui fait exactement 971 grammes, mais c'est quand même un livre sur lequel on a beaucoup travaillé pour qu'il soit lisible. Donc ne vous laissez pas impressionner, n'hésitez pas à picorer dedans. Je remercie tout particulièrement un petit groupe parmi ces auteurs qui nous a accompagnés tout au long de ce chemin, de nous a aidé à concevoir la table des matières, à identifier des auteurs et même à relire les articles. Donc Dominique Plion, Michel Capron qui sont là, François Jarry, je ne sais pas s'il est arrivé, et d'autres gens qui ne sont pas là, notamment Alain Deneau au Québec, Sophie Lemaître à Montpellier et évidemment, j'ai un blanc justement, Claire Lemercier, pardon, qui n'est pas là. Donc je ne vais pas parler très longtemps. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un livre qui aide le lecteur à comprendre les multinationales, parce qu'on pense que c'est un objet qu'on ne comprend pas assez bien. Et en comprenant les multinationales, comprendre leur place, la source de leur puissance, de leur richesse et de leur place dans le monde d'aujourd'hui. Donc un livre qui aide le lecteur à comprendre le monde d'aujourd'hui et les défis auxquels on fait face. Et on voulait que ce livre soit aussi non seulement ça, un livre qui aide à comprendre, dans lequel on apprend plein de choses, parce qu'on apprend plein de choses. C'est une des raisons pour lesquelles je vous encourage à vous plonger dedans. C'est aussi une source d'inspiration, justement, pour faire face aux défis qui sont les nôtres, quoi. Donc dans cet exercice, il y a un petit côté un peu déprimant, je dois l'avouer, qu'on se rend compte... moi qui suis journaliste à la base, spécialisé sur les multinationales, que certains des thèmes et des problèmes qu'on pointe et sur lesquels on travaille, en fait, ça fait 150 ans, voire 200 ans, voire plus, qu'il y a des gens, des journalistes, des militants, des écrivains, des médecins et autres qui s'attaquent à ces questions.
Par exemple, pour donner un exemple, comme beaucoup d'autres, j'ai fait l'exercice d'aller voir dans les groupes du CAC 40 les dirigeants qui sont dans les conseils d'administration des entreprises les unes des autres, donc tous les liens croisés entre groupes du CAC 40, et je me suis rendu compte en faisant ce livre qu'il y avait quelqu'un, un compagnon d'Auguste Blanqui qui s'appelait Georges Duchesne, je crois, qui a fait exactement le même exercice en 1863. Donc on invente rien de nouveau. Donc c'est un petit côté déprimant, c'est aussi une source d'espoir parce qu'on voit que, comme je l'ai dit, les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, il y a des gens dont on peut s'inspirer. Peut-être tout à l'heure, Dominique Potier, qui est un député qui était un des moteurs de la loi devoir de vigilance, sera là, qui, je me souviens, quand il portait cette loi donc sur la responsabilité des multinationales, citait souvent Martin Nadeau et les premières lois sur la santé, la sécurité au travail comme une inspiration. Donc on voit bien que l'histoire, c'est une source d'inspiration. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour dire, voilà, comme j'ai dit, on voulait que ce livre soit une source d'information, de compréhension, mais aussi une source de débat. Et donc on est très content d'avoir des invités pour évoquer ça. Merci. Oui, bonsoir. Donc, Yvan Duroy, co-coordinateur du fameux livre avec Olivier Petitjean. Donc, moi, je suis aussi journaliste et rédacteur en chef de Basta. Donc, comme le disait Marie-Soline, on espère que ce sera un outil précieux, utile à plein de gens, à plein de générations de militants ou de personnes pour qui la question de la justice sociale sera importante. Parce que c'est d'abord un livre collectif, je pense que c'est assez important d'insister là-dessus, qui réunit à la fois des journalistes, des universitaires et aussi des experts liés au mouvement social. On manque souvent de collectifs en ce moment, donc je pense que c'est important de saluer ce travail-là. Ensuite, vous le découvrirez, il propose une vaste fresque historique de l'histoire des multinationales. Et on pense que cette fresque est assez utile en ce moment pour éclairer tous les enjeux et les nouveaux défis auxquels on est confronté en ce moment, d'autant plus avec l'actualité aux États-Unis. Je vais juste citer quelques exemples. C'est par exemple, quand on lit, il y a un gros article consacré à ces multinationales du trading qui génèrent d'énormes profits en contournant les sanctions contre la Russie de Poutine. Ça fait complètement écho à un autre article du livre sur les profiteurs de guerre pendant la Première Guerre mondiale. On pense aussi au lobbying que déploient les compagnies pétrolières pour entraver tout accord un peu ambitieux sur la question du climat. Ça fait complètement écho à ce qui s'est passé depuis 50 ans avec l'industrie du tabac qui a tout fait pour entraver la mise en visibilité des effets cancérogènes de leurs produits. Je pense aussi à tous ces PDG et grands groupes qui actuellement sont prompts à retourner leur veste et à concilier leurs intérêts avec ceux de régimes ou de gouvernements qui peuvent constituer des menaces pour la démocratie. Ça fait complètement aussi écho à ce qui s'est passé, alors toute proportion gardée, mais comment le patronat s'est comporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a quand même des choses assez intrigantes qui sont en train de se passer. Et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que tout ça est raconté en détail dans le livre. Ça pose complètement la question de la légitimité du pouvoir et de la richesse qu'ont accumulé les multinationales aujourd'hui. Quand on voit historiquement comment cette richesse s'est construite, on pense aussi notamment à toutes celles qui ont prospéré grâce à l'exploitation coloniale. Donc ça remet un peu les choses à leur place. Donc j'espère que quand chacun et chacune regardera des publicités de grandes marques à la télé, ils verront peut-être les choses un peu différemment en lisant le livre. Donc voilà, pour terminer, avant de passer un peu au débat et aux interventions de plusieurs auteurs, puis de Sophie Binet et de Lucie Pinson, j'espère que ce livre servira à plein de gens pour reprendre la main sur les multinationales et à les remettre à leur place. Merci. Merci. Donc, on me dit de vous rappeler qu'il y a une captation vidéo de l'événement, qu'on va prendre des photos qui sont faites par nous, l'Observatoire des multinationales et Basta. Donc, si ça vous pose un problème, faites-nous le savoir.
Donc maintenant, on va vous proposer une soirée en 2 temps. Dans un premier temps, on a demandé à quelques auteurs, hein, parce que comme l'a dit Yvan, c'est un livre collectif avec une pluralité de points de vue aussi, des journalistes, des historiens, des sociologues et des militants. Donc on a demandé à quelques auteurs de dire quelques mots. Et ensuite, avant de passer au débat proprement dit, pour rebondir justement sur les questions d'actualité, donc je vous demande si vous voulez bien venir vous installer. Donc on a Aurore Gorius, journaliste, Dominique Plion, économiste, Annie Thébomeni, sociologue, et Adria qui est enquêteur pour l'ONG Publicaille en Suisse. Donc je vais vous laisser dire quelques mots sur votre contribution au livre et voilà, l'intérêt que vous voyez dans ce projet, pourquoi vous pensez qu'il est important, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette entreprise de plusieurs années. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ma contribution, c'est l'incroyable impunité des industriels de l'amiante. Parler d'impunité, c'est parler de crimes et délits impunis. Et ceux concernant l'amiante ne sont pas de l'ordre d'une quelconque négligence. Ils résultent de la volonté délibérée d'hommes surtout, mais aussi de femmes, qui ont pris des décisions au nom de l'essor de cette industrie très lucrative. Je rappelle que l'amiante, c'est une fibre minérale dont l'exploitation minière remonte au XIXe siècle. Et dès la fin du XIXe siècle, des études médicales montrent l'ampleur des dégâts sur les ouvriers, les ouvrières. En France, en 1906, c'est un inspecteur du travail qui alerte là-dessus. Au début du XXe siècle, les compagnies d'assurance américaines refusent d'assurer les industriels de l'amiante pour leurs ouvriers, pour leur donner des assurances-vie, tant les ouvriers décèdent de bonheur. Et que font alors les industriels? Ils n'arrêtent pas. Ils vont faire les études sur la toxicité de l'amiante. Ils vont découvrir en fait à quel point l'amiante est un cancérogène. Ils savent tout dès les années 30. Ils mettent ces études sous le coude et ils continuent. Les années passent, des multinationales se créent. En France, Saint-Gobain. En Suisse, en Belgique, Eternit. Des mineurs québécois font grève pendant de longues semaines en 1948 pour revendiquer la prévention contre la poussière d'amiante. Mais l'alliance de l'État, de l'Église et des multinationales américaines qui exploitent les gisements d'Asbestos et de Thetford Mine au Québec briseront tout espoir d'amélioration des conditions de travail dans ces mines, dont l'activité ne cessera que dans les années 2010. J'ai voulu rappeler cet épisode car il témoigne de la connaissance qu'avaient les industriels de l'amiante du drame vécu par tant de familles ouvrières décimées par l'amiante dans la première moitié du XXe siècle. L'invisibilité de la mort ouvrière est totale, jusqu'au moment où l'alliance entre scientifiques, médecins et mouvements ouvriers va réussir à briser l'indifférence publique. Des réglementations apparaissent, les industriels vont réagir violemment. Et c'est 1971, et c'est là-dessus que porte le chapitre que j'ai écrit, qui est la date d'une conférence internationale des industriels de l'amiante, qui vont alors riposter par des stratégies criminelles visant à entraver toute limite à leur activité industrielle. Leurs stratégies se sont développées selon 4 dimensions: asservir des scientifiques et faire obstacle au libre-échange du savoir, infiltrer les sphères étatiques et interétatiques pour entraver la mise en place de politiques publiques de prévention, saturer l'espace médiatique, s'opposer par tous les moyens possibles à l'action judiciaire. Ces stratégies, vous les reconnaissez, c'est celles de nombreuses multinationales dont les activités ont des implications sanitaires. Ce qui fait la spécificité de l'histoire de l'amiante, peut-être, et des multinationales de l'amiante, c'est qu'elles ont eu à s'opposer à un mouvement social d'ampleur de victimes ouvrières qui ne lâchent pas à l'échelle nationale et internationale. Cependant, ces luttes incroyablement tenaces se sont heurtées
à des institutions judiciaires plus à l'écoute des arguments mensongers des industriels puissants qu'à l'évidence criante des faits dramatiques vécus par leurs victimes. En France, depuis 50 ans, l'amiante fait plus de 3000 morts par an. Aucun procès n'a été ouvert contre les responsables de cet immense désastre. Dans le livre, il est question d'autres crimes de masse, tels Bhopal, ou les ravages faits par les pesticides. Le livre que nous présentons, donc, témoigne de l'urgence de l'inscription de la notion de crime industriel dans le Code pénal. C'est une de nos luttes pour les associations qui me concernent, non seulement en France, mais dans les cours de justice internationales. Les analyses réunies dans l'ouvrage sont une incitation à se mobiliser dans cette perspective, même si le vent de l'histoire ne souffle guère dans cette direction dans la période actuelle. Merci Annie. Non, je pensais à Aurore. Ah oui. Je te laisse enchaîner. D'accord. Bonsoir. Donc il y aura l'occasion, si vous avez des questions, donc on aura un temps de débat après. Bien sûr, vous pourrez un moment d'échange informel avec les auteurs qui sont là et les autres donc, qui sont présents. Donc n'hésitez pas à garder vos questions pour tout à l'heure. Excuse-moi de l'interruption. Donc moi c'est Aurore Gorius, je suis journaliste et je travaille depuis pas mal d'années sur les questions d'influence, de lobbying, des multinationales en particulier et de tous les industriels. Donc évidemment ce qui vient d'être dit sur l'amiante m'a beaucoup intéressée et c'est l'un des, je trouve, des grands intérêts de cet ouvrage. Il y en a beaucoup, mais l'un des grands intérêts de cet ouvrage c'est de, à travers cette histoire des multinationales qui démarre qui n'est pas finalement très ancienne, hein, il y a un siècle et demi, de voir un peu des permanences et de voir aussi des modes d'action et des méthodes qui sont mises en œuvre, notamment en matière d'influence de la part d'abord des grands conglomérats et puis ensuite des multinationales telles qu'on les appelle depuis les années 70-80. Et l'un des deux chapitres sur lesquels j'ai travaillé, c'est un chapitre qui parle d'un personnage qui a beaucoup œuvré à l'influence des multinationales et des industriels en général, qui s'appelle Édouard Bernays, qui a publié un petit fascicule fort intéressant qui s'appelle Propaganda, qui est disponible aux éditions La Découverte aussi d'ailleurs, publié en 1928, où finalement il théorise et en même temps il propose un manuel d'influence pour les grandes entreprises. Et Bernays mobilise, il est lui-même le neveu de Freud, et il mobilise les savoirs de l'époque, l'émergence de la psychiatrie, des grandes théories freudiennes, et en même temps de la psychologie des foules, pour en gros proposer aux industriels une méthode d'influence qui consiste en fait à travers l'identification des désirs et des pulsions des consommateurs. La société de consommation, on est dans les années 20, donc la date dans le livre, c'est 1929. On est dans les années 20 et l'émergence de la société de consommation. Et dans ce contexte-là, Bernays propose aux industriels une méthode d'influence qui consiste à agir sur les pulsions, sur les désirs des consommateurs pour leur vendre des produits. Et ça fonctionne plutôt pas mal parce qu'à travers une des premières entreprises de relations publiques qu'il va créer, il va comme ça participer à l'émergence d'un nouveau métier, le métier des relations publiques, à partir des années du début du XXe siècle, et qui va être une industrie, on le sait, particulièrement florissante, jusque aux grandes entreprises de lobbying et d'influence qu'on connaît aujourd'hui, les grands cabinets d'influence qui aujourd'hui ont pignon sur rue. Et on découvre... Bernays, là où il est intéressant, c'est que déjà il a écrit un livre où il raconte tout ce qu'il veut faire, de façon, dit-on, naïve pour l'époque, mais en fait non, c'est pas naïf. Je pense que c'est surtout qu'il vend sa recette, il vend ses méthodes à des industriels, donc en fait il les décrit de façon, c'est un manuel pour essayer de vendre son savoir-faire émergent à l'époque. Et il commence à faire, dès les années 20-30, pour les industriels du tabac, ce qui vient d'être décrit pour l'amiante, la manipulation de la science, des études clés en main financées par des industriels pour dire que le tabac n'est pas nocif, pour dire qu'au contraire, la cigarette fait maigrir. Et il utilise tous les moyens en œuvre. Il a vraiment une vision qu'on appellerait aujourd'hui en langage peut-être marketing ou managérial, une vision à 360, puisque il ne va pas seulement
payer des industriels pour faire de fausses études clés en main. Il va aussi utiliser le pouvoir naissant des images à l'époque et essayer de payer des photographes de mode pour faire en sorte de pousser, de faire émerger des standards de beauté nouveaux pour les femmes, parce qu'à l'époque, la grande idée, c'est de faire fumer les femmes. Hein. Les hommes fument déjà pas mal. Les paquets de cigarettes étaient dans les paquetages des soldats de la Première Guerre mondiale, donc les hommes fument déjà. Il faut faire fumer les femmes. Donc on va essayer de faire émerger de nouveaux standards de beauté basés sur la minceur, en disant que la cigarette fait maigrir, avec de fausses études, avec des campagnes de mode, des campagnes de photographie. Et puis on va surfer aussi sur le désir d'émancipation des femmes de l'époque, en essayant d'associer la clope, de la cigarette, à l'émancipation des femmes. Et c'est une scène, c'est comme ça que commence le chapitre de Bernays, sur Bernays, une scène qui est maintenant un petit peu connue pour ceux qui connaissent ce sujet, c'est-à-dire la marche des femmes de Pâques 1929 dans les rues de New York, sur la 5e avenue, qui s'est appelée la marche des torches de la liberté, où on paye des mannequins, des femmes, des mannequins, pour défiler, fumer et dire aux journalistes que finalement fumer c'est un geste de liberté pour les femmes, et donc c'est un geste d'émancipation des femmes. Voilà, donc c'est à travers cet exemple-là, je le détaille un peu pour résumer la façon de penser de Bernays à l'époque, qui est très nouvelle et qui va prospérer, et il va beaucoup travailler pour l'industrie du tabac, énormément. Il va nier jusqu'au bout avoir été au courant du caractère cancérigène du tabac. On sait maintenant, parce que ces archives ont été versées dans le domaine public, il y a eu des recherches depuis son décès en 1995, je crois, et on sait maintenant qu'il était au courant du caractère cancérigène du tabac, avec des premières études qui circulaient dès les années 30. Jusqu'à sa mort, il a nié être au courant de ça. Donc voilà, on est sur un personnage qui est dans un double jeu permanent, qui va toute sa vie dire que les campagnes de publicité, de relations publiques doivent être vertueuses, et qui toute sa vie cachera ses clients, ses objectifs, et essaiera de manipuler les désirs, l'opinion publique, à travers les différentes missions qui lui sont confiées par des grandes entreprises. Voilà, en gros. Tout à fait. Donc c'est aussi quelque chose, ce livre, il y a des effets de répétition et d'écho, et c'est des choses qu'on va se répéter jusqu'à aujourd'hui, effectivement. Donc je passe la parole à Dominique Plion. Merci. Bonsoir. Donc moi j'ai le plaisir de faire un chapitre sur Lehman Brothers, la crise, enfin la faillite de Lehman Brothers. Alors quand je dis plaisir, c'est une catastrophe, Lehman Brothers, mais c'est aussi tout à fait symbolique de la manière dont fonctionne le capitalisme financiarisé, c'est-à-dire des banques qui ont pris un pouvoir considérable, qui prennent des risques énormes, et en utilisant des technologies financières comme en particulier la titrisation, c'est-à-dire le fait de transformer des créances bancaires en des titres qui sont vendus sur les marchés. Et donc ça aboutit à faire gonfler une bulle immobilière considérable aux États-Unis, puisque la crise, comme vous le savez, c'est le début de la crise des subprimes, commencé aux États-Unis, pour se répandre ensuite dans beaucoup de pays, notamment en Europe. Et cette faillite de Lehman Brothers est hautement symbolique. Et elle marque le début d'une des plus grandes crises du capitalisme, finalement, parce qu'on considère aujourd'hui, si vous voulez, que la crise des subprimes de 2008 et des années suivantes, eh bien, c'est la troisième peut-être grande crise financière du capitalisme. Il y avait eu celle de 1870, qui a donné ensuite, s'est prolongée par la Belle Époque. Il y a eu la crise de 1929 que tout le monde connaît, des années 30, et puis celle-là. Et donc cet épisode est absolument considérable. C'était important d'avoir un chapitre sur une banque comme cela, parce qu'aujourd'hui, ce sont devenus des acteurs absolument majeurs. Les oligopoles bancaires sont devenus des acteurs qui ont pris un pouvoir absolument considérable, qui ont capturé les régulateurs, qui ont une capacité d'influence énorme et qui continuent de prendre des risques. Le dernier épisode de crise, c'est en 2023, vous vous en souvenez peut-être, aux États-Unis, en Europe, ça s'est propagé jusqu'en Suisse. Voilà, et donc c'était quelque chose de très important. Et on a essayé, je pense que ce chapitre, comme les autres, de faire des chapitres qui soient à la fois bien informés, sur le plan notamment de la manière dont
les choses se sont déroulées, comment fonctionnaient ces multinationales, mais aussi on a essayé, je ne sais pas si on a réussi, j'espère, à être le plus pédagogue possible, c'est-à-dire le fait que ce livre pourra être lu, je pense, par des non-spécialistes, hein, et ça c'est important. Ce qui est important aussi dans ce livre, je crois, c'est que c'est, comme ça a été dit déjà, mais c'est important de souligner à nouveau, c'est une vraie fresque historique. C'est-à-dire qu'on voit à travers la séquence des différentes générations de multinationales comment notre système capitaliste a évolué et comment ces multinationales sont devenues des acteurs absolument majeurs. Et ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec les GAFAM et avec la prise de pouvoir d'Elon Musk, des gens comme ça, montre à quel point ces acteurs sont devenus des piliers du capitalisme contemporain. Voilà. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important, et on a essayé vraiment de décrire ça. Moi, je voudrais aussi dire bravo à la découverte, parce que je trouve que le livre, je ne dis pas ça parce que je suis co-auteur, mais franchement, vous avez fait un super boulot d'édition. Le livre est très agréable. Malheureusement, bon, certains seront peut-être découragés par la taille du livre, mais franchement, c'est un livre qui se présente super bien et qu'on peut lire comme ça facilement, au sens où les chapitres, on peut lire un chapitre puis un autre, on peut se promener dans le livre d'une manière assez agréable. Et je pense qu'à travers cette histoire des multinationales, on a comme ça une vision tout à fait réaliste et en même temps analytique, c'est-à-dire avec des réflexions sur ce qu'est le capitalisme, quels sont ses rouages dans les différentes époques. Et voilà, et c'est pour ça que j'encourage tous ceux et celles qui sont dans la salle, et puis au-delà, de le regarder avec intérêt. Je pense que ce livre comble aussi un manque. À ma connaissance, il n'y a pas l'équivalent hein, en termes de biographie, c'est-à-dire un livre aussi complet sur ces acteurs qui sont devenus absolument majeurs, pour ne pas dire peut-être les plus importants dans le capitalisme contemporain, dans le pouvoir qu'ils représentent et leur capacité à contourner, comment dire, même à contribuer à atténuer les règles, voilà, à empêcher les régulateurs de faire leur travail, avec souvent des complicités importantes. Hein, voilà. Donc je crois que c'est quelque chose qui ressort assez bien dans cette fresque. Voilà. Merci Dominique. Oui, donc on ne l'a pas précisé. On ne l'a pas précisé, mais en regardant le livre, vous verrez que c'est un livre avec 2 niveaux de lecture. Il y a des chapitres auxquels ont contribué de nombreux auteurs et autrices qui souvent rentrent dans le fond des problèmes. Mais il y a aussi des textes un peu plus courts qui permettent aussi, des fois un peu plus légers, plus sur la manière dont les multinationales ont petit à petit pénétré notre vie quotidienne. Donc ça permet d'alterner la lecture et de rendre le tout plus digeste. Donc je laisse la parole pour finir à Adria Bedri-Carbo, qui nous vient de Suisse. Je ne sais pas si tu habites à Lausanne ou Genève, mais bon. Genève, c'est exact. Et donc qui travaille pour l'ONG Publicae, donc qui montre, et c'est aussi quelque chose qui en fait date depuis le début des multinationales, que la société civile, des journalistes, des enquêteurs sont souvent intéressés aux multinationales et ont souvent joué un rôle moteur avec les syndicats pour porter à la connaissance du public les abus des grands groupes, des trusts. Et donc, on est ravis d'avoir une contribution, en plus, qui est très connectée à l'actualité politique, comme tu vas nous l'expliquer. Ouais, alors, je précise, donc moi, je suis venu avec ma collègue Agathe Duparc, avec qui on a co-signé donc, ce chapitre sur les traders suisses. On travaille donc pour cette ONG qui s'appelle Publicae, qui s'appelait avant la Déclaration de Berne, qui est née en 1968. Avec dans l'idée justement de combattre les exactions des multinationales et d'améliorer les rapports nord-sud. Donc cette ONG, autour des années 2010, elle a décidé de se spécialiser dans le journalisme d'investigation parce qu'il y avait beaucoup de secteurs, justement, la corruption, les problèmes de pesticides qui n'étaient pas forcément couverts ou pas suffisamment par la presse suisse, qui depuis n'a fait que de régresser en fait en termes d'effectifs. Les titres ont disparu, c'est un problème que vous connaissez évidemment aussi ici. Et donc cette ONG s'est mise à engager des journalistes d'investigation comme Agathe et moi-même. Donc c'était il y a à peu près 2 ans quand Olivier nous a demandé de parler de notre petit bout de pays. Donc un petit bout de pays qui était connu pour son fédéralisme, pour ses référendums permanents, et puis aussi ses chefs d'État qui sont capables de s'exprimer parfaitement mal en 3 langues. Mais la Suisse,
quelque chose de plus aussi, c'est un pays qui a cette capacité absolument époustouflante à attirer des grandes fortunes depuis donc, toute son histoire contemporaine, et puis aussi à capter des multinationales. C'est pas anodin. La Suisse, c'est l'un des pays avec le plus haut taux de multinationales par habitant. Il y a environ, j'ai trouvé des chiffres de 2020, 30 000 multinationales qui emploient un tiers de la population active en Suisse. C'est pas rien. Donc, ces grands personnages, ils vont de Mark Rich, ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est lui qui est à l'origine de l'entreprise qui deviendra Glencore, l'une des entreprises les plus mal aimées du secteur des minéraux, grand producteur de charbon. Et puis, ça va jusqu'aux oligarques russes, les oligarques kazakhs, et puis aussi ceux qu'on appelle au Venezuela les bolibourgeois, qui viennent planquer leur argent en Suisse. Quand il y a eu cette l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, avec ma collègue Agathe, on a commencé à cartographier un petit peu les intérêts russes, donc c'est-à-dire les entreprises, les nouvelles sociétés qui arrivaient, voilà, pour pallier au manque de ce qui existait. Moi, à côté, j'avais un autre projet, un projet personnel, qui m'a amené à me rendre aux archives fédérales de la Confédération, à Berne. C'était probablement mon reportage le plus exotique. Et puis là, je me suis intéressé à la période de l'apartheid. Comment la Suisse s'est comportée pendant la période de l'apartheid. Et alors qu'on vivait justement cette période de sanctions contre la Russie, que la Suisse a suivi, en tout cas sur le papier, il y avait beaucoup de parallélismes qui me marquaient. Le premier peut-être, c'est que l'apparition de toute une série de petites sociétés dont personne n'a entendu parler, dont le seul objectif est de contourner les sanctions internationales. C'était le manque volontaire de statistiques. Donc la Suisse ne dispose pas de statistiques sur un secteur, celui des matières premières, qui est son plus grand contributeur au PIB, 10%, c'est volontaire. Et puis la troisième chose, c'est l'attitude des autorités. Je vous donne un exemple, une attitude qui confine quand même passablement pour moi à la complicité. Je fais un voyage à Zug et je me retrouve avec le ministre de l'économie de Zug au bout du fil. Et je lui pose des questions sur Swek, une société, premier producteur de charbon russe, qui appartient à un oligarque, M. Melnichenko. Et le monsieur au bout du fil me dit, ils sont partis, il n'y a pas de sujet. Ils sont déjà partis, il y a les sanctions qui arrivent, ils ont compris, ils ont fermé les bureaux et ils sont partis. Or, ce qui s'est passé, c'est que j'adore prendre le train. Et puis, j'étais devant le bureau de Swek. Bon, évidemment, on ne m'a pas ouvert, mais j'étais présent. Et puis, donc, j'ai un ministre qui me ment au bout du fil, qui me dit « cette société n'existe plus ». Et alors qu'il suffit même de regarder dans le registre du commerce. Alors, le verre, on peut aussi le regarder à moitié plein, évidemment. La Suisse actuelle n'est plus celle de Mark Rich dans les années 80. Hier, le tribunal pénal fédéral, la plus haute instance de Suisse, a condamné Trafigura, grand trader de matières premières, pour corruption en Angola. C'est la première fois que ça arrive. J'ai dit hier, c'est un recours littéraire, mais c'était littéralement il y a 5 jours. 5 jours. Donc le premier trader condamné en Suisse, c'était il y a 5 jours, en 2025. Et je vais vous laisser sur une dernière anecdote. Dans les années 80, le premier procureur, donc les années de Mark Rich, le premier procureur de Zug, il siégeait aussi au conseil d'administration de sa société. Et puis donc, tout naturellement, en tant qu'avocat, c'est lui qui défendait Mark Rich quand les Américains tentaient de l'extrader pour des délits fiscaux et contournement d'embargo. Donc, M. Rudolf Musiman, il a innové. Pour s'opposer à l'échange d'informations, il a décidé d'attaquer lui-même sa filiale. Donc, Musiman, avocat, attaque Mark Richenko, conseil d'administration, et puis pour espionnage économique. Et puis il obtient que le lendemain, toute la police fédérale de Suisse qui vient perquisitionner la maison et qui empêche la transmission d'informations vers les États-Unis. Donc évidemment, ça n'a pas beaucoup plu aux Américains et qui se sont vraiment plus à parler de... Voilà, il y avait un ton un peu méprisant évidemment au sein de certains procureurs. Et puis la presse suisse qui s'est drapée dans une forme de souverainisme a décidé de titrer Die Bananenrepublik zeigt ihre Zähne. En français, la République bananière montre les dents. Moi, en tout cas, je ne l'aurais pas mieux dit. Merci. Merci beaucoup.
C'est l'occasion de souligner qu'effectivement, c'est un livre où il n'y a pas que des Français qui ont écrit, il y a aussi des Suisses, des Belges et des Québécois. Donc, il faut le signaler. Et donc, c'était un échantillon de ce que vous trouvez dans le bouquin. Donc, vous pouvez rester. Hein. Et on va donc passer à la phase de débat. On va demander à Lucie et Sophie Binet de venir. Donc, je laisse... Oui, parce que Sophie, Lucie, bonsoir. L'idée, c'est... Il y a plein d'histoires et d'anecdotes sur les multinationales dans le livre, sur un siècle et demi. Il y a aussi, peut-être pas suffisamment, ça fera peut-être l'objet d'un tome 2, on verra. Il y a aussi pas mal d'alternatives qui sont montrées, que ce soit de la première internationale ouvrière qui se constitue dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui avec tout le travail syndical ou d'ONG pour tenter de combattre les effets néfastes de l'activité des multinationales. Et donc, le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment reprendre le contrôle, comment reprendre la main et comment essayer de les réguler, sachant que nous, dans le livre, on a identifié dans l'histoire, il y a 3 grands leviers pour les contrôler. Il y a le levier syndical de la part des salariés, il y a le levier de la société civile, de la part des ONG, notamment sur la question environnementale, et puis il y a le levier politique, bien sûr, au sein des États qui vont, à un moment donné, établir des règles pour les contrôler. Donc là, l'idée avec Lucie Pinson et Sophie Binet, c'est de voir, au vu des enjeux d'aujourd'hui, quelles sont leurs pistes ou leurs réflexions par rapport au pouvoir qui a été accumulé par les multinationales et quelles sont les priorités en fait ou les principales pistes pour tenter de reprendre la main sur les questions environnementales et climatiques et sur les questions sociales, peut-être plus pour Sophie. Donc on va commencer par Lucie, là-dessus. Merci et bonsoir et merci pour l'invitation. Quand Olivier m'a écrit, il m'a demandé quelles sont les réglementations pour reprendre le contrôle sur les multinationales. Alors moi je me demande s'il ne faut pas dire plutôt quelles sont les régulations pour prendre le contrôle, parce que je ne suis pas sûre qu'au sens où on l'entend, à savoir soumettre les multinationales à des impératifs de soutenabilité, de justice sociale et environnementale, elles aient jamais été soumises à un contrôle. Je pense que c'est assez facile d'identifier les réglementations qu'il nous faut. Parce que ça fait des années que la société civile, les ONG les ont identifiées et les portent. Et donc ce soir, j'ai plus envie de m'interroger sur les prérequis, les conditions et sur le comment on les fait advenir, ces réglementations. Alors moi, petit disclaimer, je ne suis pas une académique, donc je parle vraiment de mon point de vue de militante de tous les jours, confrontée à ces enjeux, notamment sur le prisme finance et climat, puisque je dirige une ONG sur la finance qui s'appelle Reclaim Finance et qui vise à obtenir des changements en profondeur, des manières d'opérer du secteur financier. Donc on travaille en direction des acteurs financiers eux-mêmes et en direction de toutes les institutions normatives, qu'elles relèvent de la soft law ou de la hard law, donc notamment en direction des décideurs publics, principalement au niveau national et européen. Et donc, moi je me dis que quand on dit réguler les multinationales, ça implique déjà 2 choses, ou plutôt ça implique d'en finir avec 2 croyances. La première croyance, c'est que ce qui est bon pour les multinationales, ce serait bon pour la collectivité. Et la deuxième croyance qui est que les multinationales ont juste besoin d'être outillées pour agir. Et donc là-dessus, je vais vous montrer comment ces 2 prismes-là influencent vraiment, moi, les sujets sur lesquels je travaille au jour le jour, et comment le socle réglementaire, bien qu'infime qu'il soit, est vraiment empêtré dans ces 2 mythes. D'abord, le premier, ce qui est bon pour les multinationales est bon pour la collectivité. Alors de cela, on découle une surfocalisation vraiment sur, non pas les impacts des acteurs financiers sur le climat, mais sur les impacts du dérèglement climatique sur les acteurs financiers, puisque le prisme qui est choisi est de dire les acteurs financiers qui sont intéressés par leur profit, on s'en doute, vont agir sur la question climatique pour éviter d'être impactés par les risques financiers générés par le dérèglement climatique et par toutes les réglementations qu'on va mettre en place pour y répondre.
et que de cela, vous inquiétez pas, ça va être bon pour tout le monde. Or, clairement, ce n'est pas le cas parce que ce ne sont pas les mêmes lunettes, les mêmes manières d'appréhender un enjeu. Et donc, ça donne des résultats très différents. J'ai l'habitude de donner un exemple sur le secteur du charbon. Comme vous le savez, le secteur du charbon, c'est un secteur extrêmement carboné. Et donc, si on dit transition, lutte contre le dérèglement climatique, les entreprises du secteur, enfin, le secteur du charbon va être considéré comme un secteur risqué. Mais forcément, en fonction, toutes les entreprises actives dans ce secteur, ils sont plus ou moins exposés. C'est-à-dire qu'ils vont faire plein d'autres choses. On a parlé de Glencore. Bon, Glencore fait du charbon, mais il ne fait pas que ça. Et donc, ça va avoir un impact, cette réalité, en fonction d'une approche par le risque, une approche par l'impact, ça va donner des résultats très différents. Pour un acteur financier, si vous êtes intéressé par limiter les risques sur votre rentabilité, eh ben vous allez arrêter de financer les entreprises qui font plus de 30%, plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le charbon. S'il y a une réglementation sur le charbon, ils sont fortement risqués. Enfin, ces entreprises vont être impactées, donc vous ne voulez plus les avoir dans votre portefeuille. Très bien, mais ça ne permet pas de couvrir des centaines d'entreprises, potentiellement Glencore qui fait une infime partie de son chiffre d'affaires dans le charbon, mais qui est pourtant le 9e plus gros producteur de charbon au monde. Glencore et d'autres centaines d'entreprises qui continuent de développer des nouveaux projets dans le secteur du charbon qui menacent la santé des populations, le climat, etc., etc. Et donc, en fonction, si vous prenez des lunettes qui ne visent qu'à protéger les acteurs financiers des risques liés au dérèglement climatique, concrètement, vous ne faites pas du tout le job. Par contre, si vos lunettes visent à protéger la population, protéger l'environnement, protéger les écosystèmes, vous allez adopter une réglementation sur le charbon, mais qui n'a absolument rien à voir. Or, vous allez regarder notamment, non pas la part du chiffre d'affaires tiré d'une activité dans le charbon, vous allez regarder si l'entreprise en absolu est un poids lourd ou non du secteur, si l'entreprise développe des nouveaux projets. Or, le problème aujourd'hui, c'est que la majorité des textes réglementaires n'ont pas les bonnes lunettes, n'ont pas la bonne approche et sont basés vraiment sur une logique de gestion du risque financier pour les acteurs économiques et financiers et pas du tout sur une prévention de leur propre impact sur le climat. Alors bien sûr, on a su arracher des réglementations qui font exception à ce cadre-là. On y reviendra ce soir. Il y a tout un socle réglementaire qui est notamment attaqué aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, la CSRD, la CSDDD, la taxonomie. J'y reviendrai tout à l'heure, je ne m'attarde pas là-dessus. Le deuxième mythe, qui est très lié au premier, c'est que les multinationales auraient juste besoin d'être outillées pour agir. Alors c'est très commode, parce qu'en découle forcément une concentration sur des normes de transparence, des normes de reporting et pas des normes comportementales contraignantes. Autrement dit, on va donner les infos aux acteurs économiques et financiers en partant du principe que ce sont des acteurs rationnels. Et donc, ils vont agir puisqu'il en va de leur intérêt de se protéger des risques financiers liés au dérèglement climatique. Autrement dit, on va miser vraiment sur l'autorégulation. On va vous équiper, on va vous donner les infos et c'est vous qui allez agir. Ce qui est doublement problématique. D'une part, parce que l'information n'a jamais fait l'action. Qui plus est, lorsque vous êtes un acteur financier qui est intéressé par la gestion des risques financiers et quand vous êtes demandé d'agir sur une problématique, un enjeu qui a des effets concrets, matériels sur le moyen et le long terme, alors que vous êtes obsédé par la rentabilité et faire des profits sur le très court terme. Ça ne marche pas. Un exemple très concret et vraiment le plus, avec le plus d'antinomisme possible, c'est le secteur de l'assurance. Munich Re, qui est la plus grande société de réassurance au monde, a alerté du risque climatique en 1973. Et pourtant, il a continué d'assurer et de réassurer des nouveaux projets d'énergie fossile qui ne font qu'amplifier le risque climatique et les impacts que l'on connaît également pour l'industrie assurantielle. Qu'a fait à Munich Re, fait comme tous les assureurs, gestion du risque financier, oui, il y a ce risque-là, mais au lieu d'éviter d'y contribuer, gestion de l'impact, prévention de l'impact, je vais juste m'assurer que
ce soit stable et rentable pour moi. Je vais augmenter les primes, je vais revoir mes modèles assurantiels, je vais peut-être arrêter d'assurer certains risques, certains marchés, mais je suis vraiment dans une gestion du risque financier lié au climat. Je ne suis pas du tout dans une prévention de l'emballement de la machine climatique en arrêtant d'y contribuer moi-même. Donc là, on voit le premier problème de cette approche. Et le deuxième problème, eh ben, malheureusement, l'actualité nous en donne des exemples, des illustrations tous les jours. L'autorégulation par les acteurs privés, c'est trop lent, c'est insuffisant. Et le problème, c'est que c'est volontaire. Donc un exemple très concret, dernièrement, on a arraché des grosses victoires de la part des banques françaises qui ont arrêté, je ne vais pas les nommer parce qu'on n'est pas dans c'est pas le but de faire de la pub, donc c'est juste le but de comprendre les problèmes. On a arraché des victoires de la part de grands groupes bancaires qui ont globalement arrêté plein de services stratégiques à Total Énergie et à toutes les majors pétrolières et gazières. Le problème, c'est que c'est trop lent. Elles l'ont fait après les dates qu'il aurait fallu respecter suivant une trajectoire 1,5 degré. C'est insuffisant parce qu'elles ont arrêté ces entreprises, mais elles continuent plein d'autres entreprises du secteur des énergies fossiles qui ajoutent au problème et qui sont reconnues aussi problématiques par tous les scientifiques du climat ou encore l'Agence internationale de l'énergie. Et puis surtout, c'est volontaire. Il y a 2 groupes qui ont agi, mais les 2 autres groupes français, eux, continuent d'alimenter l'industrie des énergies fossiles et donc les risques climatiques qui sont derrière, en plus de tous les ravages sur les populations, bien entendu. Donc, on voit là les 2 problèmes de ces partis pris. Alors, sur ces 2 aspects, on a eu des avancées au niveau européen. On a eu un cadre de reporting de transparence qui s'appelle la CSRD, qui introduit la double matérialité. Le fait que justement, pour une fois, on va demander aux acteurs et on va donner des informations qui ne visent pas seulement la prévention, de la gestion des risques financiers liés au climat, mais on va aussi donner de l'information sur la gestion, la prévention des impacts. Et donc ça, c'est vraiment ça reste un exercice de reporting et de transparence, mais la nature de ce reporting et de l'information, comme je vous l'ai dit, les lunettes qu'on va utiliser sont pas les mêmes, sont les bonnes lunettes. Le deuxième texte qui est bâti sur la CSRD, les 2 sont nécessaires, c'est la CSDDD, qui est la directive européenne sur le devoir de vigilance, qui a été d'abord adoptée en France il y a des années, je ne sais pas si on peut dire des années à l'échelle de l'histoire, il y a quelques années, suite à la mobilisation de la société civile, à la mobilisation de Dominique Potier, et qui a été poussée au niveau européen. Et cette réglementation, elle vise aussi à obliger les entreprises à prévenir leurs impacts sur les populations, l'environnement, et à les exposer à un risque juridique si elles ne le font pas, donc en cas de manquement. Cette directive, elle oblige aussi l'adoption et surtout la mise en place de plans de transition par les entreprises et les acteurs financiers. Et quand bien même le contenu de ces plans de transition reste à définir, c'est un excellent outil pour justement extirper les acteurs économiques et financiers qui sont vraiment obsédés par le court-termisme, pour les forcer à regarder sur le moyen et sur le long terme et adopter des stratégies à 5, 10, 15 et 20 ans, en intégrant à la fois la gestion des risques financiers, mais aussi la prévention de leur impact sur les populations et les écosystèmes. On y était presque. On y est presque, on ne va pas dire qu'on a déjà perdu, mais aujourd'hui, malheureusement, le patronat a trouvé en le gouvernement français et allemand des alliés de la déréglementation, avec comme objectif très simple le détricotage de la CSRD et la suspension ad vitam de la CSDDD, donc la directive sur le devoir de vigilance. Et tous les jours, on en apprend de nouvelles, et tous les jours, c'est de pire en pire. Et côté acteurs économiques et financiers, on a globalement des acteurs qui font profil bas pour les grands acteurs bancaires, sauf un qui s'appelle BNP Paribas, et qui est étrangement un des acteurs qui agissent le plus sur la question fossile, mais qui considère aussi ces réglementations comme étant un délire bureaucratique. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que ça en dit long sur le problème profond du sujet de ce soir, qui refuse, là, je cite, « pénalisation croissante de la vie économique ». À travers la CSDDD. Donc c'est bien ça le problème, c'est bah oui, laissez-nous faire,
on ne veut absolument aucune contrainte. Alors dans ce contexte-là, que faire? J'ai pas toutes les solutions, mais je vais dire au moins 3 pistes qui me semblent importantes. Déjà, prendre acte de la clarification. Dans une certaine mesure, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une grande clarification de ce qu'on suspectait il y a déjà pas mal de temps. Donc, il y a un côté positif quand même dans tout ça, les masques tombent et on a la clarification des positionnements des uns et des autres. Et cette clarification, ça nous permet aussi de comprendre et de faire preuve de lucidité sur le fait qu'il ne nous faut pas convaincre, mais il nous faut contraindre. C'est pas la même chose. Et qu'on a aujourd'hui des acteurs qui sont debout pour démanteler, détricoter toutes les réglementations, alors que ce sont des acteurs qui potentiellement, il y a quelques années, les ont portés, les ont demandés. Et donc, parce que il y a quelques années, c'était aligné avec leurs propres affaires, que ce soit des décideurs politiques qui avaient un enjeu à montrer patte verte, ou que ce soit des acteurs économiques également qui trouvaient un intérêt à montrer qu'ils agissaient sur la question climatique. Donc il nous faut contraindre et il ne nous faut pas convaincre. Et pour ça, le deuxième élément, c'est bien entendu qu'il va falloir construire un rapport de force, et ça va nécessiter de faire masse. Et malheureusement, aujourd'hui, quand bien même il y a de nombreuses voix qui s'élèvent contre le démantèlement, y compris certains acteurs financiers. On est surpris d'avoir certains acteurs financiers et économiques, notamment Amundi, très étrange, qui aujourd'hui semble moins conservateur que les pseudo-progressistes de Renaissance. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Cependant, ça reste quand même bien faible. Et surtout, on a quand même un silence très relatif, mais quand même qu'on peut noter, des partis et des syndicats. On salue les efforts de Dominique Potier, de certains eurodéputés. On a ici une Marie Toussaint, une Manon Aubry, donc vraiment au niveau de l'Union européenne. Mais globalement, en France, on a quand même une absence de la contestation par les voix de l'opposition. Et ça, c'est très inquiétant vu l'ampleur des enjeux de ce qu'on discute aujourd'hui. Et c'est pas nouveau. Dans le passé, déjà, Macron, il y a quelques mois, a appelé à une pause réglementaire. La France a également porté pas du tout la voie de l'ambition au niveau de l'Union européenne. Et ça n'a jamais été le sujet numéro 1 des conversations politiques en France. Et ça, malheureusement, on peut le déplorer vu les impacts très, très, très concrets sur nos quotidiens. Et enfin, peut-être du coup, le dernier point, c'est que de la même manière qu'il y a une période de clarification, je pense que ça nous appelle à avoir un rapport totalement désenchanté et réaliste aux institutions publiques. Vraiment prendre conscience que c'est pas plus simple de contraindre un acteur public qui serait soi-disant pétri du mandat de œuvrer pour l'intérêt général que ça ne l'est de contraindre un acteur privé. Les acteurs publics ne sont aussi que le détenteur d'un rapport de force, incarnent souvent certains intérêts de la société, enfin, pas des fois, tout le temps, un intérêt d'une partie de la société. Et donc, il va falloir, pour les convaincre aussi, faire poids dans la société civile et mener aussi les combats sur le secteur privé. On a souvent tendance à opposer des ONG ou des mouvements sociaux qui s'adressent soit au public, soit au privé. Moi, ma conviction personnelle, c'est que si demain, il nous faut faire basculer les décideurs publics, il va falloir, à défaut de convaincre toutes les parties prenantes de la société civile, j'entends ici les entreprises, il va falloir isoler les contestations, et le plus on peut convaincre certains acteurs financiers ou certains acteurs économiques à renouveler leur engagement en matière climatique, à adopter des mesures, et le plus on construit les conditions à même également d'aller chercher des réglementations publiques. Merci Lucie. Je retiens un mot, enfin 2 mots, c'est contraindre et pas convaincre. Comment, du point de vue syndical, on arrive à contraindre et plus convaincre au sein des multinationales, sachant qu'il y a aussi cette question particulière où il y a à la fois des salariés qui sont employés par les multinationales, qui ont leurs propres intérêts
à l'intérieur d'une entreprise et tous les impacts à côté, sociaux, environnementaux, que peut produire une entreprise, une grosse entreprise. Donc, comment concilier ces deux intérêts qui peuvent des fois être antagonistes. Ok, d'abord merci pour votre livre, parce que en fait vous mettez dans le livre en visibilité un élément central de nos vies qui en fait est totalement nébuleux et invisibilisé. Enfin, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, les multinationales. Et puis l'autre chose que je trouve intéressante, c'est que cette histoire, elle montre que ça n'est pas linéaire et donc il n'y a pas de fatalité. Après, sur comment est-ce qu'on reprend la main, l'histoire des multinationales et de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est l'histoire d'un gigantesque contournement. Un contournement du fait de la nature des multinationales qui permet de contourner tout ce qui se construit au niveau des États. D'abord d'un point de vue démocratique, les gouvernements élus, d'un point de vue social aussi, parce que nous, le droit social, il est pensé à échelon national. Et donc, on a des instances représentatives du personnel au niveau national, mais quand on se crée en groupe mondial, ça permet de noyer notre rapport de force et nos capacités d'avoir des informations, des capacités d'intervention, etc. Donc, ça permet aussi de contourner le pouvoir des États, mais le pouvoir des syndicats dans les entreprises, le contournement de l'impôt et puis le contournement du droit du travail avec la mondialisation des chaînes de valeur et l'organisation nébuleuse des multinationales avec finalement des entreprises qui ont de moins en moins de salariés de droit direct, de plus en plus en sous-traitance, dont ils ne sont pas responsables. Donc en fait, cette histoire-là, c'est l'histoire d'une gigantesque de l'organisation d'une irresponsabilité générale à tout point de vue, et notamment au point de vue pénal. On entendait le témoignage tout à l'heure sur la Suisse. Et le droit pénal est très mal fait pour appréhender ces organisations. Et puis les juges sont totalement démunis, parce que quand on regarde les moyens de la justice aujourd'hui, c'est dérisoire par rapport aux moyens des multinationales et la capacité à saisir ça. Et donc l'enjeu, c'est de casser le « pour vivre heureux, vivons cachés ». Et de réussir à reprendre. Et donc en fait, si on liste tous les moyens de contournement, on a en face les solutions. C'est reprendre le pouvoir démocratique, ça veut dire avoir des cadres démocratiques, par exemple pour nous d'un point de vue social, au niveau des groupes mondiaux, avec des obligations au niveau des groupes mondiaux, de transparence sur ce que fait le groupe pour qu'on ait toutes les informations sur l'activité du groupe direct et aussi son activité de sous-traitance, et que évidemment on ait tous les moyens pour exercer ce contrôle en termes de formation, d'accès aux informations, de temps, etc. C'est sur les questions de fiscalité, la question de l'impôt mondial, avec notamment la proposition Zuckman, et qui, là, c'est pas pour rien que c'est la première décision de Trump, c'est de casser cet impôt mondial qui commençait tout juste à se mettre en place au niveau de l'OCDE. Et puis, d'un point de vue droit du travail, on a un outil génial qui s'appelle l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui n'est pas du tout neuf puisqu'il a 100 ans, et qui est une agence de l'ONU multilatérale et tripartite, avec syndicats, patronat, gouvernement, qui permet de négocier des normes mondiales qui permettraient en théorie d'organiser et d'encadrer l'action des multinationales. Mais pour ça, il faudrait que ces normes soient réellement contraignantes. Aujourd'hui, elles s'appliquent seulement quand les États les ratifient, et elles ne prévalent pas sur les accords commerciaux. Donc il faudrait que les normes de l'OIT prévalent sur les accords commerciaux, de la même façon que les normes environnementales devraient prévaloir sur les accords commerciaux. Et juste pour finir sur un peu le constat sur les multinationales, on fête cette année les 80 ans. Enfin, l'année dernière, c'était les 80 ans du programme du Conseil national de la résistance. Cette année, c'est les 80 ans de la Sécu, premier grand héritage et grande conquête sociale grâce au programme du Conseil national de la résistance. Et en fait, c'est très intéressant quand on regarde cette histoire de se demander pourquoi est-ce qu'à partir des années 80, on a commencé à détricoter tous les conquis sociaux issus de 1945. Et c'est le cas en France comme dans tous les pays occidentalisés. En fait, il s'est passé la même chose en France que dans tous les autres pays occidentaux. Et en fait, ce détricotage s'est fait sur la révolution néolibérale et la prise de pouvoir des
des multinationales qui ont organisé la grande déformation du partage de la valeur et le fait que le capital capte de plus en plus de richesses par rapport aux richesses de notre travail. Donc tout ça pour dire que cet enjeu est central et que, en fait, trop souvent, la difficulté, c'est qu'on ne mène pas les combats à la bonne échelle, on les mène à l'échelle nationale alors que le pouvoir est ailleurs. C'est ça la difficulté sur les multinationales. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que en fait, ce qui est intéressant dans le moment de ce soir et le moment de la publication de votre livre, c'est qu'on est à un moment de basculement qui est aussi un moment de clarification. Et du coup, les clarifications, c'est positif parce que ça permet de dissiper toute l'opacité qui entoure les multinationales et de clarifier les choses. On est à un moment de basculement parce que, donc, c'est pas nouveau, ça fait 20 ans que ça dure. On a l'effondrement du mythe de la mondialisation heureuse avec la crise environnementale, l'augmentation des inégalités sociales et aussi l'augmentation des conflits armés, parce qu'on nous avait quand même vendu le fait que la liberté du commerce, c'est ça qui garantirait la paix. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de conflits armés que depuis 1945. Et puis, on est à un moment de basculement parce qu'avec l'élection de Trump et de Musk, il faut presque dire les deux, parce que d'ailleurs, on ne sait pas lequel est le plus dangereux des deux. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire Musk parce qu'en fait, Trump, à ce stade, il est limité à un mandat. Musk, il restera a priori l'homme le plus riche du monde et il a un pouvoir de nuisance encore plus durable. Et donc, avec l'élection de ce binôme, de fait, c'est vraiment les multinationales qui dirigent le monde formellement. Auparavant, c'était en second rideau. Maintenant, c'est directement. Ils sont directement au pouvoir. Et aujourd'hui, on voit un recul inédit de l'idée d'intérêt général, puisque c'est des intérêts privés qui dirigent la première puissance du monde. Et puis, le troisième point de clarification actuel, c'est l'alliance entre le capital et l'extrême droite, puisque Trump, en plus d'être allié à l'homme le plus riche du monde et d'être lui-même un oligarque, il est d'extrême droite. On est dans un moment où il y a de plus en plus de pays occidentaux qui basculent à l'extrême droite. Et ce qu'il faut dire et marteler, c'est que ce basculement à l'extrême droite, il ne se fait pas tout seul comme par magie. Il se fait parce que le capital soutient maintenant explicitement l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que c'est son intérêt, parce qu'on est au bout d'une phase en termes d'enrichissement et que pour augmenter la capacité à accumuler des richesses, la démocratie est maintenant un problème, puisqu'il y a une nouvelle lucidité qui a été racontée tout à l'heure dans toutes les interventions, avec toutes les mobilisations citoyennes, etc. Les voiles commençaient à tomber, donc la démocratie est un problème. Maintenant, le capital, les multinationales soutiennent l'extrême droite pour avoir des gouvernements autoritaires et refusent toute forme de compromis avec le travail. Ce qui est intéressant, on a beaucoup parlé de Trump et Musk, on parle beaucoup moins de ce qui se passe en Autriche. En Autriche, pour la première fois dans l'histoire de l'Autriche depuis 1945, l'Autriche va être dirigée par un chancelier issu d'un parti néo-nazi. Pourquoi est-ce qu'il arrive au pouvoir en Autriche ? Parce qu'auparavant, il y avait des discussions pour une coalition entre les conservateurs et les sociaux-démocrates. Ces discussions ont échoué parce que le patronat voulait à tout prix une réforme des retraites violente pour les travailleuses et les travailleurs, que les syndicats ont refusé et donc que les sociaux-démocrates ont refusé. Et ce faisant, le patronat savait très bien que du coup, l'alliance serait entre les conservateurs et l'extrême droite. Et il l'a fait en connaissance de cause. Auparavant, ça n'aurait pas été fait. Le patronat aurait dit, bon, ok, si on fait ça, ça bascule à l'extrême droite. On ne fait pas ça. Donc maintenant, et c'était l'avant-garde Bolloré-Sternin en France, c'était ça. Mais avec l'accession de Trump et de Musk, il va y avoir une accélération fulgurante, ce qui était juste le cas de patrons plus ou moins isolés, ça se discute. Maintenant, ça va devenir la pensée dominante du capital. Ça va être de soutenir et de faire en sorte que l'extrême droite arrive au pouvoir. Du coup, pour finir, le point intéressant, c'est que ça permet des clarifications sur un certain nombre de choses. D'abord, la première clarification, c'est le danger fondamental des multinationales pour la démocratie, puisque maintenant, il y a une alliance avec l'extrême droite. Le deuxième point de clarification, c'est sur la question de la mondialisation et le libre-échange,
sur lequel ont prospéré les multinationales. Ce qui est intéressant avec Trump, c'est qu'on voit qu'on arrive à un moment de contradiction. En fait, moi, je sais que j'ai commencé à militer à la fin des années 90, début des années 2000, et parmi mes premières mobilisations citoyennes, c'était les mobilisations contre l'OMC, contre la mise en place de l'OMC et toute cette... je pense que ça parle à beaucoup dans cette salle. Et en fait, aujourd'hui, l'OMC est morte. Et c'est Trump qui l'a tué d'abord dans son premier mandat puisqu'il a refusé de nommer les juges pour arbitrer les conflits au niveau de l'OMC, puis qui maintenant l'a définitivement tué avec la guerre commerciale qu'il est en train d'organiser. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué l'OMC ? Parce que, comme vous le dites dans le bouquin, maintenant il y a des multinationales du Sud qui émergent. Et donc ces règles n'intéressent plus les pays occidentaux qui ont besoin d'imposer autre chose. Et donc c'est là ce que est en train de faire. L'OMC, c'était très dangereux et voilà, on a bien fait de se mobiliser contre. Et c'était dangereux parce que c'était justement, ça incarnait ce pouvoir des multinationales sur remise en cause de la souveraineté des peuples, etc. Mais l'OMC, c'était multilatéral. Maintenant, c'est la loi du plus fort sur le libre-échange, avec tous les chantages généralisés qu'est en train de faire Trump. On bascule dans une zone inconnue. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est que là, ils sont en pleine contradiction. Et donc, pour nous, c'est le moment de reprendre ce débat sur la question du libre-échange, où moi, je me souviens, dans les années 2000, bon, on avait réussi des belles mobilisations, mais on nous regardait quand même comme des zombies, en disant oui, mais quand même, le protectionnisme, c'est la guerre, il n'y a pas d'autre horizon que le libre-échange. Aujourd'hui, on peut reparler de relocalisation de l'économie, de mettre fin à la spécialisation mondiale des chaînes de valeur qui organisent la mise en concurrence des travailleuses et des travailleurs au niveau mondial et qui organisent le dumping fiscal, le dumping social. Et on peut d'autant mieux en parler que ce libre-échange est une catastrophe d'un point de vue environnemental. Argument qu'on avait un peu moins il y a 25 ans. Et du coup, il y a un nouveau modèle à reconstruire de relocalisation de l'économie. Et ça perturbe fondamentalement les multinationales. Ça va forcer à des redéfinitions. Et puis le troisième point de clarification, c'est sur la question des services publics ou des communs d'une façon générale, puisque là, on atteint un stade de privatisation très avancé, notamment sur la question des médias et du numérique. C'est important de se rappeler que dans le programme du Conseil national de la résistance, il y avait la Sécu et les retraites, très important, mais il y avait la liberté de la presse et la protection de la presse contre le capital, puisque le programme du Conseil national de la résistance dit on ne peut pas être patron d'industrie on ne peut pas être patron de presse en étant capitaine d'industrie. Bon, aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire on ne peut pas être patron de presse sans être capitaine d'industrie. Et finalement, le fait que maintenant les milliardaires basculent à l'extrême droite et qu'ils possèdent et les médias et le numérique, les réseaux sociaux, etc., on est obligé de voir que c'est pas possible pour la démocratie. Alors qu'auparavant, on faisait comme si c'était neutre, c'est juste, ils possèdent les réseaux, mais on peut s'exprimer dessus, etc. Bon, maintenant, comme ils les orientent de façon explicite au service de leur bataille culturelle pour l'extrême droite, ça se voit. Et donc, ça va permettre de reporter le fait qu'il faut reprendre la main, protéger les médias, protéger... créer des communs numériques à tout point de vue et reprendre la main démocratiquement sur ces enjeux-là. Pour finir sur comment on se bat, parce qu'effectivement, il faut être clair sur le fait que c'est pas du plaidoyer qu'il faut faire, c'est du combat qu'il faut organiser, puisque en face, on a des gens qui sont très organisés pour défendre leurs intérêts. Je me souviens notamment du combat que la CGT, on avait construit une alliance très forte contre le secret des affaires il y a quelques années qui visait à organiser l'opacité des multinationales. C'est pour ça que j'ai entendu l'absence des syndicats, honnêtement, moi je ne comprends pas, parce que c'est pas vrai. On a travaillé, y compris avec les ONG, sur la construction de coalitions à chaque fois, sur les moments clés, notamment le secret des affaires en est un. Et là, effectivement, on a un moment clé puisqu'il y a la directive devoir de vigilance que la France et l'Allemagne veulent supprimer avec la bienveillance de la Commission européenne, puisque ce qu'ils veulent faire, c'est un choc de dérégulation. Et donc, comment est-ce qu'on combat ?
il faut construire de nouvelles alliances. Donc nous, au plan syndical, on a une internationale ouvrière. Là, la CGT, cette année, fête ses 130 ans. Quand on s'est créé en 1895, on s'est tout de suite créé sur une dimension internationale. Mais à l'époque, notre internationalisme, c'était contre la guerre et contre les empires qui étaient en train de se faire la guerre au plan européen. Maintenant, l'enjeu international, il est complètement différent. Il est contre les multinationales. Et donc, ça exige des modalités d'organisation différentes parce que c'est plus à l'échelle des groupes qu'à l'échelle des États. Et donc on est assez bien coordonné à l'échelle des États, beaucoup moins à l'échelle des groupes et à l'échelle des multinationales. Des nouvelles alliances avec les ONG pour dépasser les contradictions entre le social et l'environnemental. Et par exemple, je trouve que ce qu'on fait sur les PFAS est très intéressant, où on a, pour ce qui concerne la CGT, on a refusé le chantage à l'emploi, par exemple à Tefal, où Tefal a quand même, c'est la première fois que je vois une entreprise qui paye les salariés pour faire grève. Elle a payé des cars pour faire monter les salariés à Paris le jour de la proposition de loi pour interdire les PFAS, et elle leur a payé la journée de grève, et c'était écrit même sur certains tracts syndicaux. Et donc ça, la CGT, on a refusé, la CGT de Tefal a pris position pour l'interdiction des PFAS avec un travail intelligent avec les ONG qui ont compris qu'il ne fallait pas aller cartonner les syndicats de l'extérieur, donner des leçons aux travailleurs et aux travailleuses. C'est catastrophique de faire ça et qu'il faut par contre faire le travail sur comment est-ce qu'on empêche le chantage à l'emploi en anticipant les conséquences sociales des décisions. Et puis, nouvelles alliances aussi avec le monde intellectuel d'une façon générale, parce que là, l'offensive de Trump et de Musk, c'est aussi l'offensive de la post-vérité, contre et le relativisme généralisé. Donc on commence à avoir un problème de communication parce qu'on ne parle plus la même langue. Et de fait, je pense qu'aux États-Unis, parmi les premiers pôles de résistance, il y aura évidemment les universités, les intellectuels. Le mouvement ouvrier en France a été affaibli par la division entre le monde intellectuel et le monde ouvrier. Et il faut aussi qu'on rejoigne, qu'on retrouve des convergences. Et donc, quelque part, le point positif de la situation qu'on vit, c'est que ça va nous permettre d'accélérer des choses qui étaient en cours et de les concrétiser de façon claire et évidente. Voilà, je m'arrête là. On va rester sur l'aspect positif de la clarification et de l'alliance montante entre mouvement social, enfin, syndicalisme et ONG. Juste une parenthèse sur cette espèce d'attelage Musk-Trump qu'on voit aux États-Unis, mais dans le livre on en parle aussi, il n'y a pas que les États-Unis qui sont concernés, il y a la première puissance démographique mondiale qui sont concernés aussi par une espèce d'attelage multinational politique, en l'occurrence l'Inde, avec le Premier ministre d'extrême droite Modi, et une des plus grandes fortunes indiennes, si ce n'est la première, Adani, qui a qui a d'ailleurs des partenariats en France avec Total, etc., enfin, qui est assez bien vu du gouvernement français. D'ailleurs, l'Inde co-préside le sommet sur l'intelligence artificielle qui va avoir lieu la semaine prochaine. Donc voilà, petite parenthèse pour montrer qu'il n'y a pas que Trump et Musk, il y a dans d'autres pays, ce mouvement aussi de rapprochement est en cours. Oui, j'ai vu, mais on va peut-être faire une première série de questions s'il y a des expressions et après donner la parole justement à Dominique Potier sur la question du devoir de vigilance, enfin de la loi sur le devoir de vigilance. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Au fond là-bas. Tout au fond. Oui, bonjour. Dans les actualités sur les multinationales en France, on a eu en tout cas l'arrêt de la Cour de cassation sur France Télécom, qui a été salué. C'est la première fois qu'on a un jugement définitif après 20 ans de bataille syndicale, intersyndicale, qui confirme la condamnation pour harcèlement moral et institutionnel. Et la question qui peut se poser, c'est est-ce que ce mode de régulation judiciaire va contraindre des multinationales qui interviennent sur le territoire national de changer leur politique, alors que ce qu'on a vu depuis les années France Télécom, donc la vague de suicide de 2006, c'est que les méthodes de management qui étaient au cœur de l'affaire France Télécom, on va les retrouver partout dans le secteur public et privé. Et de ce point de vue-là,
effectivement, on a de quoi s'inquiéter, puisque vous avez peut-être vu que dans l'actualité, il y a 2 jours, la ministre du Travail a fait des annonces en matière de conditions de travail, puisqu'elle découvre le nombre d'accidents du travail mortels, plus d'1 millier par an, d'accidents graves, de salariés qui sont licenciés pour inaptitude après accident. Mais plutôt que de mettre en œuvre les politiques qui, a priori, fonctionnent, en matière de sécurité routière, vous avez tous vu que effectivement, la répression pénale, le permis à points, les radars, l'augmentation des contrôles des effectifs fonctionnent. Et du point de vue du Code du travail et des entreprises, on a une logique qui est différente, puisqu'elle propose justement de travailler avec les branches sous une forme de partenariat avec un certain nombre de grandes branches, en citant ce qui a été fait sur les JO, ce qui a été fait sur les grands chantiers, etc. C'est-à-dire de discuter de chartes sociales avec les entreprises. Et donc on a là aussi un autre mode effectivement de stratégie d'entreprise, de communication à travers des chartes sociales qui n'apportent rien de nouveau, en tout cas pour les droits des travailleurs et des représentants du personnel. Et donc sur le fait qu'il faut qu'on se pose la question de comment on va combattre la manière dont la communication de ces grandes entreprises, en fait, nous enfume quelque part dans une situation où les droits des travailleurs sont toujours rognés avec de plus en plus d'accidents. Et juste, du coup, peut-être la question, c'est un peu peut-être pour réagir un peu sur le titre, c'est-à-dire quel contrôle sur les multinationales, mais est-ce qu'on pourrait avoir un contrôle, est-ce qu'on pourrait avoir de véritables contre-pouvoirs du point de vue syndical, etc., ou associatif, politique, ou est-ce qu'en fait, en fin de compte, la question, c'est, à partir du moment où on est dans un système capitaliste, concurrentiel, etc., est-ce que la question n'est pas l'unification des luttes pour un autre système, un autre monde? Merci. Effectivement, le titre initial, c'est quel contrôle ou comment s'en débarrasser, mais ça n'est pas passé. Merci, bravo à tous pour ce livre. J'avais juste envie aussi de parler d'un outil qui a été juste survolé parce que moi, ça m'angoisse en fait de me dire qu'on reste complètement impuissant devant ces multinationales. Et je voulais quand même évoquer des victoires au niveau du contentieux stratégique, au niveau de la justice, qui ont été possibles ces dernières années. Au bout de 10 ans de bataille de juristes et de la société civile, et qui ont permis notamment d'adopter la loi devoir de vigilance. Donc j'ai l'impression qu'on a parlé un petit peu de l'outil comment faire évoluer le droit, donc la loi, et je voulais juste dire que c'est possible aussi de le faire en faisant évoluer la jurisprudence. Et on n'aurait jamais, Dominique Potier est là pour le témoigner, ils ont cité Vinci pour travail forcé, Auchan, Lafarge pour complicité de crimes contre l'humanité, qu'on a déposé lorsque j'étais responsable du contentieux stratégique à Sherpa, et qui ont été pour la première fois mises en examen, donc des multinationales, des maisons mères françaises mises en examen pour des graves infractions, et qui ont permis justement aux parlementaires notamment de défendre cette loi devant l'Assemblée nationale et dire voilà, il y a une situation, le droit n'est pas adapté, on a besoin de cette loi. Et en fait, des victoires sont possibles. Aujourd'hui, même les non-juristes peuvent faire du droit. On essaye de le faire avec un espace de travail qui s'appelle Droits et mouvements sociaux. On a obtenu par exemple un jugement contre Eurosatori, ce salon de l'armement, en référé pour faire interdire les délégations et les entreprises israéliennes au salon de l'armement en juin. Donc voilà, c'est possible. J'ai envie de donner de l'espoir aussi à la société civile, aux juristes et non-juristes pour s'allier, pour le faire ensemble. C'est ce que j'essaie de dire donc dans ce spectacle et ce livre Désenvoûtement, où le néolibéralisme va-t-il mourir et comment faire pour que ça aille plus vite. Et je voudrais témoigner à Sophie Binet, confirmer ce qu'elle a dit tout à l'heure, parce que les syndicats, sans les syndicats, dans le monde, que ce soit au Bangladesh, en Turquie, au Qatar, et le relais des syndicats en France, et notamment la CGT, on n'aurait jamais pu faire toutes les enquêtes qu'on a pu faire contre les multinationales, récolter les témoignages de toutes ces ouvrières, ouvriers résistants de l'activité des multinationales, parce qu'il y a vraiment beaucoup de communautés qui résistent, voilà, on n'aurait jamais pu faire toutes ces actions en justice sans les syndicats. Donc je confirme qu'on a besoin de cette alliance aussi. Merci.
Sentez-vous libre de poser des questions. Là, on est en train d'étendre l'alliance aux juristes maintenant, donc c'est super. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais juste revenir sur la question des ressources, des batailles juridiques, etc. Et je pense qu'on observe beaucoup de limites à la mobilisation des outils juridiques. On le sait, enfin les syndicats le savent bien, les batailles judiciaires, elles sont très très fragiles en vérité contre les multinationales, parce qu'il y a quand même en face des forces de grands cabinets, etc., qui rendent les batailles judiciaires quasi impossibles. On sait aussi que les batailles fiscales, on ne peut pas compter sur les administrations fiscales non plus. Hein, c'est quand même assez extraordinaire de voir que on sait tous qu'il y a des comptes offshore aux îles Vierges britanniques et que les administrations fiscales le savent, puisque par exemple Trump vient de bloquer des comptes offshore de notre président et que ça s'est dit comme ça dans les couloirs. Donc voilà. Troisième chose, on sait que l'extraterritorialité juridique des États-Unis, c'est une arme terrible en fait. Ce système d'extraterritorialité juridique, c'est une arme qui est toujours dirigée contre nos entreprises, y compris nos entreprises stratégiques, Confer, Airbus, etc. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, il me semble que ce n'est pas qu'un problème d'échelle, c'est aussi un problème de timing. C'est-à-dire qu'en fait, un des problèmes qu'on a quand on commence à s'engager dans ce type de combat, c'est qu'on est toujours soit en retard, soit si on a bien anticipé les choses, on est toujours rattrapé parce que, enfin moi pour le coup j'ai eu affaire à ce type de problème, on est toujours rattrapé parce qu'il y a toujours un législateur qui vient modifier une règle, qui vient verrouiller le système. Donc il me semble qu'on a un vrai problème d'anticipation, et c'est un petit peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en fait toutes les victoires sont temporaires. Il faudrait imaginer Sisyphe heureux en fait. Et donc le point, c'est peut-être, il me semble que si on veut anticiper, et je pense que c'est l'occasion que donne l'apparition du livre, c'est peut-être aussi que les gens ne restent pas forcément toujours dans leur couloir, c'est-à-dire les ONG d'un côté, les syndicats de l'autre, etc. Et moi, je constate qu'on a un vrai manque de think tank, par exemple, enfin de mode de réflexion collective qui soit un peu institué et qui permettrait de vraiment faire travailler ensemble des universitaires qui connaissent bien ces questions, des ONG, des syndicats. Enfin voilà, je pense que là, il y a eu un essai avec la Fondation Copernic, ça n'a pas forcément très bien marché. Peut-être qu'il faut repenser ça, mais en tout cas, il me semble que la variable cruciale, au-delà de l'échelle, c'est la variable du timing, c'est-à-dire de pouvoir vraiment anticiper les mauvais coups. Ouais, du coup, avant de faire agir Lucie Pinson et Sophie Binat, je vais peut-être poser une question du coup à Dominique Potier, parce que là on parle de la question des législateurs et des lois. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut encore faire confiance aux politiques et aux législateurs pour le coup pour réguler les multinationales, enfin par rapport à l'exemple de la loi sur le devoir de vigilance. Dominique, vous pouvez rappeler un peu sur cette loi et puis ce que vous en pensez? Oui, bonsoir. Merci Olivier et Yvan de nous permettre de réfléchir ensemble. Le dernier orateur évoquait le sens du timing. Moi, je n'ai rien à dire sur le fond parce que Lucie, Sophie ont dit tout ce qu'on pensait, elles l'ont dit merveilleusement bien. Je voudrais simplement insister sur le timing. Pour le coup, nous ne trompons pas de combat. Le 26 février, la Commission va décider de mettre dans une procédure omnibus la CSRD, donc la nouvelle comptabilité extra-financière. Moi, je pense aussi qu'il a un levier de double comptabilité qui est un instrument de changement du monde, d'accélérateur de la transition. Oh, pardon. Je disais qu'elle va mettre dans l'omnibus ou pas la CSRD, ça c'est quasiment sûr. Elle pourrait également mettre la CS3D, donc le devoir de vigilance, puis la taxonomie financière par ailleurs. Si elle fait ça, on est sur une bascule, c'est-à-dire des instruments qui ont été construits patiemment à partir de la société civile, pour le coup d'une coalition entre le monde intellectuel, qui a été très contributeur, des ONG, des syndicats, la CGT, la CFDT et d'autres qui ont mouillé la chemise, et des parlementaires qui ont pris le relais pour faire ce marathon législatif qui a abouti en Europe, etc., qui aujourd'hui est regardé dans le monde. Moi, j'ai des invitations au Canada, le Japon s'intéresse. Enfin, au moment où ça s'intéresse, boum, par une note des autorités françaises,
d'une violence incroyable, d'une brutalité, dit report sine die du devoir de vigilance. Donc on est sur une brutalité incroyable. Je l'ai dénoncé cet après-midi dans l'hémicycle, après avoir fait un travail. On a appelé tout le monde. Je n'ai pas encore vu Sophie, mais on va peut-être 2 minutes après sur les moyens d'action, etc. Mais on a appelé tout le monde, ONG, les syndicats qu'on a pu contacter, etc. Et pour essayer de créer une mobilisation et des positions de repli qui évitent le pire. Mais c'est maintenant que ça se joue. Et je pense qu'il y a 3 leviers qui sont importants. Moi, je vous invite à mobiliser. On ne va pas faire de la philo sur le devoir de vigilance. Je pense que vous êtes convaincus ici. Le premier, c'est celui d'une mobilisation de la société civile qui prennent peut-être d'autres formes que les tribunes et les pétitions qui sont en cours. N'empêche qu'il y a des tribunes, il y a des pétitions, donc faites tourner dans tous les réseaux, faites du bruit autour de ça. La deuxième, c'est l'action politique. Moi, je l'ai initiée dans l'hémicycle aujourd'hui. La question qu'on pose à Éric Lombard, mais de fait à Bayrou et au gouvernement actuel, c'est que, comme à l'échelle européenne, ils choisissent un changement d'équilibre. Actuellement, il y a un équilibre instable entre politique dans la tripartition. À l'échelle européenne, il y a une alliance entre le PPE, les conservateurs et les sociodémocrates. Pour faire simple, hein, c'est plus compliqué, mais en gros, c'est ça. Faire une directive régressive, on est sûr dans l'hémicycle d'être applaudi par l'extrême droite, et ça se fera à l'échelle européenne par l'extrême droite et le PPE. Donc c'est un changement d'alliance. Donc il faut souligner la politisation de ce débat est extrêmement importante. On n'en est pas de dire j'ai voté la censure ce soir, je ne l'ai pas voté. C'est presque anecdotique par rapport à l'enjeu métapolitique en train de se jouer. C'est est-ce que la droite fait alliance avec l'extrême droite dans cette logique de dérégulation, ou est-ce qu'elle cherche encore un équilibre avec les forces réformistes et progressistes? C'est ça qui est en jeu. Et c'est à la fois notre chance. Moi j'aime bien Sophie quand elle dit que c'est le temps d'une clarification. Soit on bascule dans le trumpisme, et c'est la question que j'ai posée aujourd'hui à Bayrou, c'est est-ce que la plus grande victoire idéologique de Trump, ça ne serait pas qu'on ait l'humanisme honteux? C'est qu'on arrête de penser que l'économie, j'ai terminé dans mon intervention en disant que l'économie, c'est un fleuve. Ce fleuve, s'il est puissant, c'est parce qu'il y a des rives, et les rives, elles sont données par le droit. Autrement, c'est un marécage. Et que dans ce droit, on a inventé quelques victoires contemporaines, la comptabilité moderne en 1914, qui prend la forme d'une nouvelle comptabilité au XXIe siècle face au risque de l'anthropocène. On a invité des limites à la toute-puissance des multinationales, et si on arrête de poser ces limites, on est dans un monde totalitaire où le politique et l'économie se mêlent, associés à de nouvelles technologies, et on est dans un monde totalitaire. Donc là, l'enjeu, c'est la démocratie, le droit face à des superpuissances qu'il nous faut dominer. Et si les conservateurs et les forces progressistes ne trouvent pas un point d'équilibre, ça sera une bascule vers l'extrême droite, y compris en Europe, qui est déjà bien amorcée dans les États membres, dans les puissants mouvements populistes qu'on connaît tous, qui agitent la France, qui animent l'Allemagne également. C'est ce qui s'est passé sur l'immigration, etc. Donc moi, je pense qu'on est sur un moment de bascule. Est-ce que les forces qui ont un patrimoine démocratique, humaniste, tiennent bon dans une tourmente qui peut faire basculer les alliances politiques? Donc moi, je pense qu'il faut pousser ce débat. Hein. Est-ce qu'on sort des équilibres actuels, toujours insatisfaisants, mais quand même des équilibres actuels, pour basculer droite-extrême droite, ou est-ce qu'on maintient des points d'équilibre? C'est vraiment ça qui se joue. Je peux dire, moi je passe week-end, nuit et jour sur ce sujet. Je suis en train de secouer les copains écolos. S'il y a des filles qui sont ici, je les invite ils n'ont pas pris la parole encore pour l'instant. Il faut que les écologistes montent, il faut que les communistes montent. Il y avait Zuckman tout à l'heure autour de Ruffin. On a repassé les messages. Malheureusement, c'est des sujets qui sont un peu orphelins, qu'on n'a pas su rendre populaires. Il faut se dire la vérité, on n'a pas su les rendre populaires. Et aujourd'hui, les Business Europe et le MEDEF attendaient un moment de fragilité européenne, un moment de fragilité intergouvernementale. Ils ont filé des notes à Barnier que le gouvernement actuel a repris un peu bêtement, etc. Ils profitent de ces failles pour fabriquer des éléments de destruction massive. C'est 10 ans de travail et une première espérance de régulation qui peut s'effondrer. Alors, on peut imaginer Sisyphe-heureux, hein, mais quand même, là, le gâchis serait considérable. Donc, il faut éviter le niveau 1, l'omnibus pour la CS3D, et le cas échéant, borné au maximum par un combat politique. Mais d'abord, se battre avant le 26 février, parce qu'une fois qu'on sera dans la procédure omnibus, le nombre de pays conservateurs, la fascination de Trump et le culte de la compétitivité va être une lessiveuse extraordinaire. Donc agissons avant le 26 et s'il le faut après le 26 pour sauver l'essentiel. C'est pas gagné, c'est pas perdu, c'est entre nos mains. Ouais,
Juste pour rappeler aux non-experts, la loi sur le devoir de vigilance, c'est quand même un truc de base. C'est l'idée a émergé après la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh, où, si vous vous en souvenez, plusieurs milliers d'ouvrières du textile sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble. Des ateliers qui fabriquaient des vêtements pour des grandes marques européennes et nord-américaines. Et du coup, après ce drame-là, c'est de demander, pour faire très court, aux grandes entreprises d'être un minimum attentives à ce qui se passe dans leur chaîne de sous-traitance et du coup de pouvoir être jugés responsables s'il y a des gros problèmes comme ceux-là qui se posent. Donc, juste pour ceux qui ne sont pas forcément... D'autres questions? Encore une question. Bonsoir, merci. 2 questions rapides, précises. Je voudrais savoir, est-ce qu'il serait possible de faire une certaine hiérarchisation en fait, des multinationales et lesquelles seraient les plus néfastes selon vous? Moi, je serais tenté de dire les multinationales de la finance, que c'est au final celles qui créent la monnaie, qui prêtent l'argent, donc qui pour moi sont le haut de la pyramide. Donc j'aimerais avoir votre avis sur ça. Donc voilà, parce qu'au final, il faut quand même, à mon avis, choisir ses cibles en priorité. Donc moi, je serais tenté de penser aux multinationales de la finance. Qu'en pensez-vous? Deuxième question, je sais qu'il y a quelques années, il y avait eu des articles qui étaient sortis sur les 100 multinationales qui créent 70% des gaz à effet de serre. Donc votre avis sur ça, est-ce que vous pouvez le développer? Je suis arrivé en retard, peut-être que vous en avez parlé. Mais voilà mes 2 questions précises et concises. Merci. Est-ce que vous voulez vous exprimer, Sophie Lucis? Vous n'avez pas un micro là? Je vais commencer par la première. C'est une excellente question parce que j'avoue que j'y ai jamais réfléchi. Moi, j'aime bien dans mes interventions dire le secteur le plus polluant, c'est pas les énergies fossiles, c'est le secteur de la finance parce que c'est lui qui donne les services financiers pour les énergies fossiles pour opérer. Donc, d'une certaine manière, on pourrait le mettre en haut de la pyramide. Après, une autre manière de voir les choses, je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a le fait que même dans le monde de demain qu'on rêve, on a besoin de financement. Contrairement, on a des entreprises qui agissent dans certains secteurs, la production d'électricité, la production d'acier, la finance en fait partie, dont on aura besoin demain et qu'on peut transformer. Et donc, dans ces cas-là, peut-être que les plus nocives, c'est celles qu'il faut juste mettre la clé, fermer la clé et accompagner la reconversion des salariés et des travailleurs. Et donc, j'aurais envie de dire quand même que les plus nuisibles, c'est les industriels des énergies fossiles. Après, ça, c'est la réponse. C'est une manière de répondre. Une autre manière de répondre, après, c'est que de toute manière, même BNP Paribas, on n'a pas envie d'un BNP Paribas demain. Même si elle arrête de financer les énergies fossiles ou plein d'activités impactantes, parce qu'il y a un problème de taille, en fait. Il y a un problème de taille, ces multinationales. Le problème, c'est que leur emprise sur la démocratie est bien trop importante. Et si elle est bien trop importante, c'est parce que ces entreprises sont bien trop grosses. Et ça rejoint... Et donc, il y a un problème de comment, au-delà des réglementations qu'on peut mettre en place pour, ici ou là, changer certaines activités, comment on peut radicalement contrôler la taille de ces entreprises, la question des dividendes, remettre en question le système de l'actionnariat, comment, en fait, la transformation de ces entreprises, c'est pas seulement qu'est-ce qu'elles font, mais c'est aussi comment les choses sont décidées en interne, la place des salariés dans la gestion des décisions, etc. Ça rejoint un peu la première question qui a été posée sur la question du timing, parce qu'en effet, on pourrait se dire par quoi on commence aujourd'hui, sachant que chaque victoire qu'on va essayer d'arracher, elle est insuffisante. On sait. Ce principe on a 36 000 dossiers sur les bras. Chaque victoire est insuffisante pour gagner la grande bataille. Et en même temps, ce serait illusoire de croire qu'il va y avoir un grand soir, qu'on va renverser le système et tout construire de nouveau. Et donc, peut-être que l'enjeu, c'est de s'assurer qu'on mette nos forces dans des victoires qui, si on les gagne, la victoire incarne déjà une autre manière de faire. Et c'est pour ça que la CSRD, la directive sur le devoir de vigilance, elles incarnent une autre manière de penser la place de l'entreprise dans la société. On est dans une reprise en main des multinationales, puisqu'il s'agit vraiment
de s'assurer qu'elles comprennent, limitent et sont redevables des impacts qu'elles génèrent sur toute leur chaîne de valeur. Et ça, c'est un petit peu révolutionnaire au niveau des réglementations préexistantes. C'est insuffisant parce qu'ensuite, on sait qu'une jurisprudence, une fois qu'on l'a obtenue, il va falloir l'appliquer, il va falloir la tester, il va falloir voir dans quelle mesure, même en France, la loi sur le devoir de vigilance va entraîner des sanctions, va entraîner des transformations dans la manière dont les entreprises fonctionnent au jour le jour. Mais c'est une victoire qui vaut la peine. Ce combat, il vaut la peine d'être mené parce que ça préfigure un autre modèle de société. Et c'est peut-être comme ça qu'on va essayer de rejoindre l'enjeu du court terme, des urgences et le réalisme aussi de la bataille qu'on peut mener avec un changement plus profond économique et sociétal. Je peux reprendre et prolonger ce que tu viens de dire. Pour ce qui concerne la bataille contre la puissance devenue absolument énorme du système financier, c'est reprendre le combat qu'on avait mené après la crise de 2008 sur la question de la séparation. Les séparations des banques et leur capacité aujourd'hui à faire toutes les activités financières et à utiliser par exemple l'épargne des particuliers pour spéculer sans que ceci soit contrôlable par les particuliers. Bon, donc c'est un premier point. On a perdu en partie, parce qu'il y a quand même eu des petites mesures qui ont été prises, on a perdu en partie cette bataille, mais je pense que ça vaut le coup de la reprendre. Deuxième idée que je développerais, c'est, moi je pense qu'on a besoin d'un imaginaire, c'est important par rapport au changement. Et je pense que par rapport au changement, toujours dans le secteur financier, il me semble qu'il y a un mot d'ordre très important, c'est l'idée d'un secteur public bancaire. Je pense que là, le gouvernement précédent ont mis en place soi-disant un pôle public bancaire, mais ce pôle public bancaire, d'après la loi, doit être géré selon les normes du marché. Donc ça, évidemment, ce n'est pas un pôle public bancaire. Donc l'idée, c'est qu'on a vraiment besoin d'un pôle public bancaire, c'est-à-dire d'acteurs financiers qui fonctionnent hors marché. Et pour les questions de transition écologique notamment, c'est absolument incontournable. Et donc là, on a besoin, je pense, de travailler ensemble, toutes les organisations syndicales, les intellectuels, les ONG, pour essayer de remettre en chantier et de rendre compréhensible, peut-être plus pédagogue sur ces questions-là. Parce que quand on aura bien présenté cela, je pense que les gens, les citoyennes et les citoyens seront d'accord et on doit pousser à nouveau ce genre de mot d'ordre. La France a une tradition quand même très importante en matière de banque publique, dans le passé, et je pense que, tu parlais du Conseil national de la résistance, je pense que c'est des choses qui sont dans l'imaginaire et aussi dans la mémoire collective. Donc voilà je pense des axes sur lesquels on pourrait se battre. Oui, tout à fait d'accord. Sur les multinationales les plus nuisibles, bon, la question est vraiment difficile parce que ça dépend de quel point de vue on se place. Mais moi, je vous invite à ne pas oublier les GAFAM quand même, parce que là, d'un point de vue démocratique, ils vont devenir très, très, très nuisibles et vraiment immédiatement. Ensuite, sur justement le débat sur CSRD, devoir de vigilance, etc., et le débat en creux, en fait, nous, comme organisation syndicale, on combat tous les jours les multinationales, mais tous les jours, toutes les luttes sociales. Hier, j'étais avec les camarades de Renault et de la fonderie de Bretagne qui se battent, la fonderie, pour maintenir leur outil de travail que Renault veut fermer. Enfin, tous les jours, on a 15 luttes contre les multinationales. Et donc, l'arme du droit, c'est une arme, c'est un outil dans notre panel, mais comme vous l'avez dit, le droit, ça se fait et ça se défait en fonction du rapport de force. Le point essentiel, c'est le rapport de force. Et quand on pense les choses trop juridiquement, derrière, quand le rapport de force change, la loi, il la réécrive, il la change. Et moi, je pense que c'est l'écueil sur devoir de vigilance et CSRD, c'est que, en fait, ces lois n'ont pas été suffisamment incarnées, ça apparaît comme trop technique, technocratique, etc. Et voilà, donc ça ne peut pas être uniquement une bataille de juristes. Et donc, nous, dans les combats contre les multinationales, il y a aussi des combats qui donnent la pêche et qui servent de référence. Par exemple, la bataille qui a été menée pendant 1336 jours par les camarades contre Lipton et Unilever pour reprendre leur usine et créer une SCOP
qui permet maintenant de produire le thé, donc les 1336, voilà le thé qu'il faut acheter pour échapper aux multinationales. Ben, ça, c'est aussi du rapport de force concret qui permet de sortir des batailles uniquement juridiques. Et sur quel combat, je partage complètement ce que disait Dominique sur l'enjeu du financement de l'économie, évidemment, mais la question des nationalisations, c'est aussi une question qu'il faut peser, qu'il faut reposer à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Il y a aussi un problème d'échelle qui fait qu'on n'ose plus poser la question. Et dans la prise de pouvoir des multinationales, il y a forcément toutes les grandes privatisations qui font que l'État s'est privé de leviers d'intervention majeures. Et pareil, si on regarde dans le programme du Conseil national de la résistance, il y avait les grandes nationalisations et il y avait la planification, très important. Et là, avec la question environnementale, l'enjeu de la planification est revenu sur le devant de la scène, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas faire cette transition sans qu'il y ait de planification démocratique organisée. Et une vraie planification, pas du tout ce qu'ils font comme s'ils faisaient, bah, ça veut dire que les multinationales n'ont plus la bride sur le cou non plus. Donc c'est aussi un levier pour reprendre le pouvoir, au-delà d'instruments juridiques qui peuvent paraître un peu abscons sur tels que, même si c'est très important la loi devoir de vigilance, et je partage complètement le fait qu'il faut être au rendez-vous avant le 26 février. Et la première des choses, c'est de forcer le gouvernement à se justifier sur sa position, qui aujourd'hui s'est passée complètement en dehors des radars. Personne n'a compris que le gouvernement français, alors que la France avait été un artisan majeur pour l'adoption de la directive sur devoir de vigilance grâce à la loi précurseur en France, que c'était la France qui, encore une fois, et c'est pas nouveau parce que sur le secret des affaires, c'est la France qui s'est battue pour le secret des affaires à cause des multinationales françaises qui ont eu un travail de lobbying avancé. Donc c'est pas du tout étonnant. La France, c'est un des pays industrialisés dans lequel les grandes entreprises sont les plus internationalisées, dans lequel les grandes entreprises sont les plus financiarisées, puisque notre industrie est à un niveau catastrophique, mais par contre, ce qui pèse, c'est plus le secteur de la finance en France, et c'est pour ça que la France joue très souvent un rôle négatif. On est soi-disant le pays des droits humains et des droits sociaux, mais en fait, à cause de nos multinationales, on joue souvent un rôle négatif au niveau européen sur le droit social. Ça a été le cas pour le secret des affaires, et c'est maintenant le cas sur la question du devoir de vigilance. Donc il faut qu'on soit au rendez-vous dès maintenant, et qu'on commence par faire tomber les masques sur ce qu'est en train de faire le gouvernement français, pour commencer déjà par en faire un grand sujet médiatique et forcer tous les ministres et Emmanuel Macron, parce que évidemment tout ça c'est piloté depuis l'Élysée, à répondre et à s'expliquer sur ce qu'ils sont en train de faire. Et moi je trouve que le moment qu'on vit là depuis une semaine avec, comment il s'appelle, notre ami Bernard Arnault, qui explique qu'il veut partir aux États-Unis, et le patron du MEDEF qui dit « mais oui, je les comprends, ils ont raison de partir », c'est très intéressant. Enfin, bas les masques, on les voit, parce que encore une fois, d'habitude, ils sont cachés. Là, on les voit, ça vient au grand jour, ça permet de mettre l'opposition capital-travail sur le devant de la scène et de mettre en avant ses contradictions et ses enjeux. Et donc c'est ce qu'il faut continuer justement sur multinationales, enfin sur devoir de vigilance justement, en montrant là la trumpisation du monde en route, et ce qui est en train de se mettre en place si on ne le bloque pas avec l'alliance de la France. Soi-disant Macron prétend combattre l'international d'extrême droite, mais pas du tout, puisqu'il est en train, lui, d'organiser comment l'Europe va faire tomber les digues qu'elle avait pour se protéger vis-à-vis du pouvoir de la finance et de l'argent. Pour répondre à la question de monsieur en tant que co-directeur du livre, moi j'ai sur la multinationale la pire. Moi, je pencherais plutôt pour... Je pencherais pour répondre à la question de monsieur sur quelle serait la pire des multinationales, au vu de ce qu'on raconte collectivement dans le livre. Moi je pencherais plutôt pour Monsanto Bayer, enfin, on peut se regrouper aujourd'hui, qui de l'invention de l'héroïne par Bayer au début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'agent orange, la filiale qu'ils ont créée dans le camp d'Auschwitz, dont on a commémoré il n'y a pas très longtemps les 80 ans de la découverte, le DDT, etc. C'est quand même, ils ont un beau catalogue de beaux produits toxiques à
à leur actif, merci. Et donc voilà. Donc, je ne sais pas si Olivier et Marie-Soline qui ont aussi eu le plaisir de lire en entier tout le livre. Je ne sais pas si vous avez votre petite idée sur quelle sera la pire multinationale selon vous. Non. Voilà. Oui, et puis ce qu'il faut souligner, c'est que les multinationales collaborent entre elles. Donc, comme on l'a dit, les banques financent les entreprises pétrolières, donc c'est un peu difficile de les séparer malheureusement. Elles disent tout le temps qu'elles incarnent le marché libre, la concurrence, mais en fait, elles passent beaucoup de temps à se mettre d'accord entre elles pour imposer leurs intérêts communs. Et justement, pardon, il y a un truc que j'avais oublié, c'est la question du démantèlement. Dans les combats prioritaires à mener, la question du démantèlement d'un certain nombre de multinationales, c'est aussi un levier clé. Pourquoi est-ce que Trump a été élu? C'est aussi parce que c'est une revanche de la tech contre, comment elle s'appelle, qui était... Voilà, Cannes, qui était en train d'essayer de démanteler les GAFAM. On prend encore des questions? Y a-t-il des questions encore? Oui, je veux dire quelques mots sur la question des limites, dans les deux sens du terme. Hein, fixer des lois, des droits, des normes, c'est fixer des limites. Or, on voit bien l'alliance entre Trump et Musk. Quelque part, c'est l'alliance aussi du néolibéralisme avec le libertarisme, hein, qui s'entendent sur ces deux termes politiques, hein, pour dire qu'il ne faut plus de normes, plus de règles, plus de limites. Et est-ce que ces gens-là, ceux qui sont à la tête des multinationales, ne vont pas se heurter à un autre mur qui est celui des limites planétaires, cette fois-ci, les 9 limites planétaires, qui va peut-être les conduire un jour... alors, évidemment, nous, il faut qu'on agisse en tant que militants, en tant que là où on se trouve, hein, évidemment, écologistes, syndicalistes, intellectuels, juristes ou autres. Hein. Mais ces limites planétaires vont conduire à un moment donné à la famille des multinationales à se rétracter. Et on ne sera plus dans des data infinis, dans des profits infinis, dans une production sans limite, une consommation sans limite. Une limite va arriver de par une limite physique, de fait. Et là, je pense que ça va accroître le risque de sécession de ces gens-là. Mais ils sont déjà dans cette idée-là. Il ne s'agit pas d'aller vivre sur Mars. Hein. Il s'agira un jour peut-être, effectivement, d'avoir une planète pas habitable pour tout le monde. Et qui fera sécession dans ce cas-là? Ce seront bien les patrons des multinationales. Qu'en pensez-vous? Dominique, tu veux dire un mot là-dessus? Sophie, tu évoquais les limites planétaires. Elles prennent une forme très concrète. C'est la question de la conquête des sols et des ressources. Et je pense qu'un des grands impensés par rapport, on est beaucoup sur les data, les données, hein, la question de la propriété du sol, des phénomènes d'accaparement dans l'agriculture, dans les ressources minières, etc., sans parler du Groenland, hein, mais la question du droit du sol comme un des éléments de la régulation de la toute-puissance des privés est vraiment un sujet absolument majeur. Il y a des tas de régions du monde où il n'y a pas le début d'un droit du sol et où les phénomènes d'accaparement vont être ravageurs autant que la concentration des données. Donc moi j'invite, s'il y a des intellectuels et des ONG qui veulent l'investir, moi je le fais un tout petit bout sur la question du droit du sol en France pour l'installation des jeunes agriculteurs. C'est un petit bout, mais à l'échelle mondiale, c'est un sujet qui est plutôt un angle mort de la recherche intellectuelle et des combats à gauche. Je vais simplement rebondir sur tes trucs pour sensibiliser à ce champ de recherche qui pourrait nourrir des objets juridiques, à des combats à mener, quoi. Pardon, excuse-moi. Il y a encore une question, sinon. Une question très brève qui vise à rebondir sur ce dont vous parliez en matière de devoir de vigilance. Effectivement, je suis d'accord avec vous, le sujet du devoir de vigilance est assez technique, n'est pas très présent dans le débat public. Aussi parce que, en vérité, on parle d'un principe de justice presque assez consensuel, pas très radical, qui vise à rendre responsables les entreprises, qui pourrait être admis par un logiciel libéral, par un logiciel social-démocrate. Et donc, il va être difficile de s'opposer à ça, finalement. Pourtant, ce dont on parle à ce stade, c'est de simplification de devoir de vigilance, c'est de réduction de la charge administrative, c'est de compétitivité des entreprises. Donc, on peut se cacher derrière un jargon technique pour s'opposer au devoir de vigilance, parce que le devoir de vigilance, c'est un sujet technique pas très mobilisé. La question que je voulais poser, c'est il faut faire tomber les masques, et du coup, obliger les politiques à se positionner sur ce sujet-là,
pas d'un point de vue technique, parler des vies humaines, parler des conséquences environnementales concrètes qu'il va y avoir si on recule sur ce devoir de vigilance-là. J'en arrive à ma question, je suis désolé. Finalement, est-ce que vous pensez que les forces politiques actuelles, que le paysage politique actuel, surtout vous, Monsieur Potier, et vous, Madame Binet, que le paysage politique actuel peut permettre, si on réussit à faire tomber les masques, d'obtenir une victoire là-dessus? Est-ce qu'il y a encore juste des social-démocrates ou des libéraux qui ne peuvent pas dire publiquement « non, il faut laisser les gens mourir » ou on n'en est pas là encore, on peut encore mobiliser sur des choses assez consensuelles comme ça, une réaction politique, là à court terme, en 20 jours, en 1 mois? Mais moi, je pense que oui. Toute la question, c'est la transparence. C'est que ces positions sont inassumables. Et donc, on a eu le même problème sur la directive travailleurs des plateformes. Directive travailleurs des plateformes, c'est la bataille contre Uber pour gagner une présomption de salariat pour les travailleuses et travailleurs des plateformes. Et donc la France, encore une fois, a brillé par sa position. Vous vous souvenez des Uber Files et des liens privilégiés entre l'Elysée et Uber. Et donc la France a tout fait pour torpiller la directive. Et en fait, on a réussi à sauvegarder la directive qu'on va là maintenant transposer. Alors le gouvernement français n'est pas du tout pressé. Donc ils vont faire ça plutôt en 2026, à la fin de la date limite, parce qu'on les a affichés et qu'on les a forcés à s'afficher publiquement, sachant en plus que les Uber Files étaient sortis. Donc il faut faire exactement la même chose et effectivement raconter l'histoire de devoir de vigilance. C'est quoi? C'est une loi qu'on a construite en France et qu'on a gagnée ensuite au plan européen suite à la catastrophe du Rana Plaza, parce que c'est pas possible qu'il y ait des catastrophes sociales et environnementales et qu'il n'y ait jamais aucun responsable. Et il faut responsabiliser les vrais responsables. Donc il faut effectivement raconter les histoires qu'il y a derrière sur la responsabilité des multinationales et montrer aussi, ça c'est très important, que la responsabilité des multinationales, c'est pas seulement à l'autre bout du monde, c'est aussi en France. Et donc je parlais de la fonderie de Bretagne, parce que j'étais avec eux hier, mais il y en a 1000 autres histoires sur comment des multinationales françaises se désengagent sur leurs sous-traitants et licencient à tour de bras sans même payer les plans de licenciement puisqu'ils sont dissociés. Donc c'est aussi ça la question devoir de vigilance. Et sur l'autre question, sur la question environnementale, sur est-ce que finalement tout ça, ça ne va pas régler les choses, puisque avec la raréfaction des ressources, finalement, ça pose le même problème à tout le monde, on habite tous sur la même planète. En fait, moi, je suis pas... Ça serait une vision optimiste. Malheureusement, j'ai une vision pessimiste. C'est que pourquoi est-ce que là, aujourd'hui, le capital est en train de faire alliance avec les climato-sceptiques? Parce que c'est aussi ça, l'alliance avec l'extrême droite. Parce que le capital n'a pas de problème avec la crise environnementale. Ils passent d'abord humainement leur vie dans des univers climatisés. Donc, ils n'ont pas de voilà. Et en fait, comme ce qui est à l'ordre du jour, c'est pas la planète, a priori, ne va pas exploser, il y a juste un pourcentage de la planète qui va devenir inhabitable, à définir, un pourcentage. Mais eux auront toujours un endroit où habiter, et au contraire, sur la question environnementale, ils trouvent à spéculer sur, de fait, le permafrost est en train de fondre, donc ça veut dire plein de nouvelles zones à explorer. Enfin, il y a des endroits, des trucs qui deviennent non rentables, mais aussi des nouveaux secteurs de spéculation qui se créent, sur lesquels ils se repositionnent. Et comme maintenant, être capitaliste, ça veut dire ne prendre aucun risque, puisque les risques sont assumés par les salariés, ça veut dire qu'on licencie, on cède toutes les filiales qui sont polluantes, entre guillemets, du passé, etc. Parce que c'est, par exemple, Total se verdit par l'extérieur, fait des cessions, et comme ça se positionne plus sur... la question du renouvelable, ni vu ni connu. Et puis les salariés, on ne les gère pas. C'est comme ça qu'ils gèrent le problème. Et donc c'est comme ça qu'eux pensent pouvoir faire face. Et c'est pour ça que l'affrontement est si violent sur la question environnementale. C'est qu'on n'est pas dans le même bateau, malheureusement. Ouais, pour prolonger ça, et la question c'était sur le lien entre le néolibéralisme et le libertarisme, et je pense qu'en effet, Sophie a complètement raison en disant que, en vérité, ça va être beaucoup trop tard le jour où ils seront vraiment rattrapés par les limites planétaires, surtout qu'aujourd'hui, ça ne fait pas partie de leur logiciel du tout. Ils sont vraiment dans une logique, dans tous les cas, de démantèlement de toutes les règles, de prise de contrôle sur l'État, mais avec aussi comme logique, comme objectif de le démanteler totalement. Et on voit que le fait que les limites planétaires et le fait qu'on les franchisse avec toutes les conséquences sur les populations qu'on peut connaître, ils s'en fichent, mais royalement.
Preuve en est les illustrations sur les déclarations sur le Groenland, sur Gaza, voilà, on va en faire ce qu'on veut de ces territoires. Si des millions de personnes meurent par ailleurs, X ou Y, c'est pas leur souci, c'est pas leur délire, c'est pas leur agenda. Et donc, je suis d'accord sur l'enjeu de, c'est ce que j'ai dit, clarification, les masques tombent. L'enjeu, par contre, c'est que je pense qu'on est encore dans un moment où, en effet, c'est difficilement tenable comme position pour beaucoup de nos dirigeants, mais que la fenêtre d'Overton quand même s'ouvre de plus en plus et tire de plus en plus vers l'extrême droite, et que si on n'agit pas massivement maintenant pour dire que, eh ben si, nous on a envie de défendre les écosystèmes, on a envie de défendre les droits humains, on pense que c'est important de défendre les droits humains et de ne pas faire n'importe quoi, eh bien si on n'agit pas et qu'on ne se mobilise pas massivement aujourd'hui, eh bien on va laisser s'ouvrir de plus en plus cette fenêtre d'Overton, et que demain, nos sociodémocrates auront aucun problème à tenir des positions qui, encore aujourd'hui, font soulever beaucoup de sourcils. Et malheureusement, je pense que on sera tombé, enfin voilà, il sera trop tard, on sera dans le fascisme 3.0. Merci. Donc on va arrêter là, on a déjà beaucoup parlé. Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin, notamment les différents auteurs qui n'ont pas eu trop l'occasion de parler, ou Agathe Non. Oui. Mais là, on va parler d'un tout petit pays. On pourrait faire remarquer qu'en Suisse, on est très loin même de tout ça, hein, et que là, on a relancé une initiative pour un nouveau vote pour les multinationales responsables, puisque en 2020, on avait voté en Suisse. La majorité de la population s'était prononcée pour, mais comme il y a un système électoral particulier, la majorité des cantons n'y était pas. Donc, on est reparti pour un tour. Et là, je pense que malheureusement, dans le contexte actuel, je crains qu'effectivement, on a une nouvelle opportunité, mais c'est vrai que quand j'entends tous ces débats en France, en Europe, je me dis que là, on a beaucoup de chemin à faire. Mais bon, je voulais juste rajouter ça par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Merci beaucoup donc, pour cette soirée. Donc, on vous libère. Donc, ça montre que notre livre, c'est un livre d'histoire, mais qu'il est d'une actualité brûlante, y compris dans les semaines qui viennent. Donc, on est content de pouvoir faire ce lien. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous invite, si vous voulez rencontrer les auteurs et autrices qui n'ont pas parlé, il y en a quelques-uns dans la salle, le faire autour d'un verre à la buvette en bas. Merci. Merci à vous.